Bonjour, je suis Stéphane de Canva et vous écoutez La Voix des Bulles. Cette émission vous est proposée grâce au soutien sur Tipeee de Carotte, Tot et Chevron. La Voix des Bulles présente la Splash Page, la masturbation séquentielle de votre aire tegmentaire ventrale. Oh, qu'est-ce qui est bon ce jingle quand même. Hein, il est sûr, hein. Oh, franchement. Non, mais cette musique, ce générique, je trouve qu'on a bien choisi. Ouais. Vous savez quoi moi, je trouve que ça donne la pêche. Ouais, super Ce compositeur, blanc, ça donne la pêche. Et Bon. donc, bienvenue à vous dans la Splash Page numéro 11. Splash Page. Tu as vu comme j'articule le truc Un orthophoniste a gagné beaucoup d'argent en ces dernières semaines. Phoniatre. Donc, qu'allons-nous faire ce soir ? Nous avons déjà un invité. Ah, j'ai cru que tu allais commencer par raconter ta vie avant de présenter l'invité. Non, je voulais peut-être vous présenter vous, je me suis dit que vous étiez moins important. Oui, t'as raison. Donc, nous recevons ce soir Stéphane de Canva. Oui, bonsoir, eh bien, merci de me recevoir. Bienvenue parmi nous. Alors, Oui. il dit merci tout de suite, après il sait pas ce qu'on va dire sur lui au cours de l'émission. Oui, voilà, je préfère le dire en début d'émission qu'en fin d'émission. Bien raison. Avec moi, Thio. Ah oui, Ce soir. tu commences par toi en plus. Bah oui, je me présente déjà moi-même, si tu veux, c'est quand même pas mal. Carrément. On a donc le docteur qui est là ce soir, qui a préparé un truc de ouf. Ouais, de ouf, tout de suite. Quelque chose d'un peu strange, mais vous allez bien aimer, je pense. On a aussi Pied qui est allongé sur la table. Oui, moi, C'est- Il fait du réglage de micro comme je peux. Franchement, ça me fait peur. Moi. Ça t'offre du rêve, hein, de suite. Waouh. Tu sais quoi, j'étais content d'être de côté, pas de dos. Et Pied, tu veux nous parler de quoi, toi, ce Moi, je vais soir vous parler des différents crowdfunding que j'ai fait ces dernières années et des conclusions qu'on peut en tirer. Parce que le crowdfunding, c'est quelque chose de dangereux. Pour ton portefeuille ? Ah oui. Non, c'est quelque chose qui demande de savoir prendre des risques. Tu vois, la bourse, à côté, c'est que dalle. Ouais, mais l'ascenseur de la bourse, c'est plus Ouais. compliqué quand même. Non, ça va être l'ascenseur du crowdfunding. C'est pire que le Figatali cru. Ouais. Ah ouais, quand même. Bon, et bien tout de suite, on va te lancer alors. Vas-y. Vous savez que je Quel beau fais jingle. Moi, du- ça me- Ouais. Ça- Bon, Je m'en on remets va pas casser, ce on va casser jingle. le mythe. Hein. Pour une fois, on n'a pas de jingle en live parce qu'on a un invité. Je crois techniquement, on n'a C'est ça, jamais un eu. invité qui c'est pose pas- quelques Voilà, problèmes c'est ça. Non, mais c'est ça. On n'a jamais eu autant de C'est problèmes problème que technique, ce jour où on a eu un invité. quoi. Bon, bref, on a un ordinateur portable qui nous a lâché. Et bien sûr, c'est le portable sur lequel il y a à peu près tout. Donc voilà, tant pis. Donc, je me suis rendu compte que j'ai fait quelques crowdfunding depuis 2012. C'est le premier auquel j'ai participé en 2012. Et que il y a toujours un risque, c'est que quand on investit dedans, on sait jamais ce que ça va donner, on sait jamais si ça va réussir. Alors l'avantage en théorie, c'est que nos sous ne partent que quand ça réussit. Sauf que même quand ça est réussi, on sait jamais si le gars va pas partir avec la caisse. N'est-ce pas, Donc Stéphane ? là, on l'a devant nous, on peut le tenir en otage si on veut, mais c'est déjà arrivé. Il y a eu des histoires dans du jeu vidéo où des gars avaient lancé un super crowdfunding de jeu vidéo et il y a un des gars qui avait participé qui a dû s'excuser parce que les auteurs en face Les autres ont claqué tout ça en pute et en alcool. Mais c'est un peu ça, je crois, en plus. ils ont tout claqué en putain d'alcool et le gars en gros ne pouvait même pas continuer le projet parce que contractuellement il devait avoir l'accord de ses collègues qui s'étaient cassés avec la caisse. Oh merde. Ouais, chaud, hein. Ah, c'est bon ça. Donc Il n'y a pas des noms ? Moi, j'aimerais bien voir les noms de ces gars-là. si ils sont, c'est un truc de fourmi je crois, je sais plus comment ça Ouais, c'est la s'appelait. zone du fourmi, ouais, ça me... Donc tu prends toujours un risque donc quand t'es dans le crowdfunding et globalement j'avoue j'ai eu assez de chance. Tous les crowdfunding que j'ai fait à l'exception d'un ont abouti, enfin on va dire de deux parce qu'il y en a un il a pas abouti parce qu'il n'est pas fini encore. Ça aide. Mais donc j'ai commencé en 2012 avec Nothing is Forgotten qui a été repris. Ouais, l'anglais. Ouais. Ah, là, c'est... Oui, alors, excusez-moi, je vais faire une parenthèse Tipeee. Si vous nous donnez suffisamment d'argent, je pense qu'on pourra lui payer un petit truc, un petit stage de formation. Bah, Nicolas Jean a proposé des cours particuliers en fait. Ah, Mais il a voilà. dit qu'on partait de très loin, donc on va vraiment revenir à la base au départ. Ouais, Donc, c'est l'orthophoniste de l'anglais, quoi. C'est un auteur dont j'avais beaucoup apprécié ses bandes dessinées donc sur blog, qui avait lancé ça sur Kickstarter à l'époque. Le truc s'est fini en août 2012. Et il a envoyé du Japon les bouquins en septembre 2013. D'accord. Donc j'ai pressé quand même, hein. entendu entre 12 et 13 mois en gros pour recevoir les choses. Il avait demandé $6 500, il en a reçu 38 725. Et il a eu 962 contributeurs. Ce qui est plutôt. C'est une bonne moyenne.
C'est une grosse moyenne même. Ouais. Bah, après, le travail était méritant parce que c'est quelqu'un qui a été repéré. Alors si ça a mis autant de temps à être envoyé, c'est que comme d'habitude, l'auteur il découvre la joie de ce que c'est qu'être éditeur, chef d'impression, tout plein de métiers qui sont inconnus. J'imagine que tu as découvert ça aussi. C'est ça, Stéphane. toute la chaîne logistique qu'on sous-estime en général, à la fois la préparation des colis, le suivi de l'imprimeur qui mettra peut-être un mois à imprimer ce qu'on avait prévu en quelques jours. Donc c'est sûr, c'est une problématique qui est un petit peu nouvelle souvent pour un auteur de BD. Ouais. Et donc, lui, ce qui s'est passé, c'est que je crois qu'il a dû faire 6 ou 7 imprimeurs différents avant d'avoir la qualité qu'il voulait. Et en cours de route, il s'est dit, ah non, mais il faut que j'en fasse tous mes fichiers parce que finalement, 300 dpi, j'ai vu ce que ça donnait en 600 dpi, donc c'est la résolution d'impression, c'est encore mieux. Donc le gars, mais vraiment, c'était son bébé, il voulait que ce soit parfait. Il a fait un travail de dingue pour faire un très bel objet. Donc j'étais très content du bouquin, en plus avec j'ai droit à la belle dédicace dedans. Vraiment quelque chose de très sympa. Il doit être derrière le dessin de Clem Clé, je pense, si dans ces formats-là à peu près. Je sais pas où exactement. Ouais, il est là. plein milieu, ouais. Donc vraiment, on peut le sortir. Hein, Tu vas-y, peux, vas-y. vraiment, j'étais assez content, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand le gars te dit ouais, j'ai encore changé d'imprimeur, le résultat ne Ça se sent disait le pas. pâté. Ça Tu sent te le dis pâté. est-ce que je vais voir le résultat derrière? Bon, le gars il a été repéré derrière, hein, ça a été édité en français par Delcourt. D'accord, c'est sorti récemment, il me semble, en français. Ouais, c'est sorti l'an dernier, je crois, en français. Et c'est vraiment bon. J'étais très content de ce pourquoi j'avais payé, hein, mais on sent que ça rend des difficultés. Le suivant sur lequel j'ai enchéri, c'était la revue dessinée. Alors je prenais un peu moins de risques. Oui, On beaucoup était dans moins un de format un peu différent. On se doute. Ce qu'ils voulaient, eux, c'était un soutien pour le lancement. Un peu de moins de risque. Je veux dire, quand c'est sorti, c'était quand même pas non plus le truc dont Ouais, le mais c'est succès parti- était certain, quoi. Hein. Ça fait partie de ces crowdfunding qui demandent un soutien pour le lancement. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils vont réussir à se lancer. Mais en fait, ils vont prendre plus ou moins de risques en fonction du soutien. Ça leur permet aussi d'avoir une idée du public. C'est ça, évaluer un petit peu la demande et jauger. Voilà. Et à partir du moment où le crowdfunding avait atteint son objectif, il y avait peu de risques que ça foire. Et là, en plus, on est vraiment dans une optique très différente parce que c'était pour aider le lancement d'une revue professionnelle avec Et puis, tout le il y suivi. avait des noms qui allaient suivre. Enfin, je veux dire, Oui, à un non, mais moment tout le donné, ça suivi allait- était fait ça allait marcher. par quelque chose. Donc eux, ils avaient demandé 5 000 euros, ils en ont reçu 36 017. Tiens, je vais faire pareil à Noël, moi. Donc avec 736 contributeurs, ce qui est pas tant que ça, hein, si tu regardes bien, 736 contributeurs. Non, mais quand tu récupères Par rapport à 36 000, la somme, c'est vrai que c'est voilà. pas- Ouais, on 36 était. 000 divisé Alors par après, là, 700 par rapport à la et quelques, somme, tu prenais ton abonnement d'un an à 60 euros. Hein, Oui, voilà. Ouais. La contrepartie de base était déjà élevée. Voilà, la moyenne par contributeur sur la revue dessinée, c'était de 49 euros de ce qu'ils ont mis. Tu compares. En gros, sur tous les crowdfunding que j'ai fait, la moyenne par contributeur, elle est environ à 35 euros. Oui, mais c'était un petit peu ça aussi sur mon projet, même si les contreparties commencent à, il me semble, 5-10 euros. La moyenne en général, c'est ça, c'est 30-35 euros, quel que soit le projet en BD. Donc là, c'était sur Ulule. Et ensuite, j'ai tenté Brigada chez Verkami. Pareil, là, je prenais pas de risque, c'était un tome 2. Le truc avait été lancé de façon par Enrique Fernandez. Le premier avait été lancé avec succès. Il faisait un truc pour le tome 2, je me suis dit, ça va y aller. Sauf que là, il y avait un truc important à regarder, c'est que le gars, il demandait 39 000 euros pour D'accord. son crowdfunding. Parce qu'en fait, et c'est Et là pour- qu'on se rend compte qu'il faut... Pour le premier, il avait demandé pareil. Ouais, à peu près. Ah. C'est là qu'on se rend compte qu'il faut faire très très attention en Grosse fait, couille, au les crowdfunding. Espagnols, hein. C'est que comme c'est un phénomène qui marche, de plus en plus, il y a des éditeurs en fait qui se sont mis au crowdfunding. Et là, ce qui s'est passé, je pense, c'est qu'il avait un éditeur derrière lui qui voulait cet investissement pour lancer cette BD. Et moi, c'est l'impression que ça m'a donné. C'est quelque chose qu'on a vu beaucoup dans le jeu vidéo, où il y a certains éditeurs... Et c'était pas du coup le Spaceman Project qui en fait a priori je pense a dû peut-être se lancer Oui, avant, voilà. Avant le coup quoi. C'est l'éditeur de crowdfunding Spaceman Project qui fait de la présélection éditoriale, qui fait un crowdfunding tout ce qu'il y a de plus tranquille et qui demande les mêmes sommes. Hein. D'ailleurs, c'est Enrique Fernandez qui a lancé le premier crowdfunding là-dessus, qui demande les mêmes sommes qui semblent assez astronomiques. Hein. Parce que si on regarde bien, en général, on est plutôt dans les entre 6 et 8 000 euros hein, pour le crowdfunding d'une BD, de ce qui est demandé par les auteurs. Hein. On tourne plus dans ces eaux-là. Et en gros, on voit qu'en fait, eux, ce qu'ils proposent, c'est que leur système de crowdfunding, c'est vous nous envoyez les fichiers,
et on vous imprime le bouquin, on vous imprime les contreparties, on gère tout ça. Oui, c'est un petit peu comme les solutions qui existaient en France, genre Sandaway, tout ça. C'est Voilà. un peu le même principe, ouais. C'est encore un peu différent parce que Sandaway reste encore Sandaway, pour moi, il y a le crowdfunding chez Sandaway, c'est plus de l'investissement, vraiment. C'est plus à l'ancienne, je trouve. Dans le sens où tu investis, tu deviens vraiment. Enfin, à la base, Sandaway, c'était le genre de système où tu pouvais recevoir de l'argent. Oui, c'est un petit peu comme My Major Company Voilà. en termes de musique. C'était le même système. Major Major Company avait Mhm. sorti son truc BD, pareil, sur le Aussi, même ouais, principe. c'est vrai. Et ils se sont rendus compte que ça marchait pas vraiment parce que les gens, en fait, ils s'en foutent de l'argent. Ce qu'ils veulent, c'est des pins. Ah, les pins, c'est important. Voilà, d'ailleurs. Ouais, non, c'est vrai que j'avoue qu'en pins, en magnette, Les petits j'étais un peu badges, short, là, ouais. Je vais y penser pour les prochains paliers. Voilà. Donc, Le modèle de frigo, ça peut le faire. Ouais, ça peut bien le faire, ça. là, on arrive sur, justement, on va garder celui-là pour plus tard. J'ai fait aussi le projet 17, mais numéro 2, pareil, numéro 2, le premier avait bien fonctionné, je prenais pas trop de risques, je savais que ça allait marcher. En plus, sur une grande cause, sur le sujet du respect attends, faut que je tourne bien la phrase, sinon je vais dire une connerie. Pas de polémique, surtout pas de polémique. Ouais, non, mais c'était pour toute la lutte contre tout ce qui était homophobie et panphobie, je crois, je sais plus quel est le mot exactement pour tout ce qui va être transphobie et compagnie. Et Sentai School. Sentai School, là j'avoue, c'est vraiment le truc. J'étais obligé de foncer sur Sentai School Ouais, Tortas, pour une raison voilà. très simple, c'est que les premières versions de Sentai School, je les ai achetées en fanzine à l'époque à Aix. Alors qu'ils n'avaient pas le succès qu'ils pouvaient avoir depuis qu'ils font la BD Noob derrière. Et donc j'investis dessus. Et pareil, c'est un projet, tu t'attends à ce que ça marche. Et ça a été plutôt un carton. Il y a eu 17 000 euros demandés, ils en ont reçu 74 000. Ils ont eu 1448 contributeurs. Ça va? C'est un bon score. Et ils ont mis 8 mois pour envoyer le bouquin. D'accord, il y a à Donc, chaque forcément. fois parce que je suppose qu'il y avait une date annoncée à chaque fois que tu backais le projet. La Alors, différence entre la date annoncée et la date réelle, eux, c'était- ils ont été à 1 ou 2 mois d'écart. D'accord. Eux, là où ils ont vraiment ramé, c'est si tu regardes sur Brigada, il annonçait environ 1 an d'attente, il y en a eu 15 mois. D'accord. Ce qui est très long, hein, quand t'as vite tes sous. Bon, après, c'est sympa parce qu'un jour, tu vois un truc arriver dans ta boîte aux lettres, tu te fais C'est ça, tu es plus surpris en Ah, fait. j'avais oublié que j'avais payé ce truc-là. Donc c'est un peu un côté cool. On va dire un des exemples entre guillemets sur ceux qui ont bien marché, ça va être le Comme Convenu de Laurel. Donc déjà, il a cartonné en tant que crowdfunding. Elle demandait 9 270 €, elle en a reçu 265 200. Ça va. Donc 2861% de réussite. Voilà. Oui, ça, c'est le Alors score pour moi, c'est un indépassable. crowdfunding qui était très mal monté. Parce qu'elle non plus n'avait pas prévu qu'elle allait avoir du succès. D'accord, elle n'avait pas forcément prévu les paliers supérieurs. Il y avait que dalle. en Ah, fait. je connais Et un petit peu ça aussi. Et ça arrivait très très tardivement. Et ils avaient la ridicule, ces paliers supérieurs en fait. Parce qu'elle expliquait mal. En gros, un des premiers trucs, elle a dit elle a pas dit on a franchi un palier, l'édition va être super luxe avec tel bonus, etc. Elle a juste d'un coup dit en fait le bouquin il va être super luxe machin chose. Elle a pas dit que c'était pas prévu au départ clairement. C'était pas évident. Et beaucoup de gens se sont sentis un petit peu gênés de se dire merde, elle fait un score de malade et elle fait pas de palier parce que il y a aussi ce truc là, c'est que les gens qui vont dans les crowdfunding, avec cette habitude qu'on a d'avoir des paliers, on a des trucs en plus, quand il y en a pas, ils font la gueule. C'est ça qui est un petit peu bizarre aussi par rapport aux habitués de crowdfunding. C'est qu'il y a cette culture du palier, en fait, souvent ils ne donnent pas pour le produit de base qu'on propose. Ils espèrent, ils mettent des espérances sur des paliers supérieurs qui vont tomber à leur avis. Et donc ils projettent sur le projet des choses que l'auteur, par exemple, n'a pas forcément prévues, à la fois financièrement, et puis c'est pas forcément des choses dont il a envie. Donc c'est vrai que la logique du palier par rapport aux souscripteurs, c'est quelque chose qui peut être assez piégeux. Et moi, j'avoue que je suis un peu tombé dedans là sur le dernier crowdfunding que j'ai lancé il y a peu, dans le sens où j'avais prévu quelques paliers. Je m'attendais à ce que ces paliers tombent, par exemple,
au bout de une semaine et 2 semaines. Et en fait, c'est tombé très rapidement. Donc j'ai dû me retourner très rapidement pour vérifier que les paliers que j'avais prévus étaient bien réalisables par rapport aux personnes impliquées. Et surtout, ça m'oblige à modifier tout le déroulement de ma campagne qui dure en fait 45 jours. Et ça remet en cause tous les programmes de news, de petits événements que j'avais programmés sur ma campagne. Tout a été bouleversé en fait par le démarrage de la campagne, qui a été assez inattendu. Donc c'est vrai que les paliers, c'est quelque chose de très... comme on en a un petit peu discuté avant, on n'est pas forcément préparé, même si c'est un succès modeste, on n'est pas forcément préparé à ça. Ouais, non, mais après, voilà, c'est vrai que comme convenu, moi, ça m'avait déçu justement à ce niveau-là aussi, parce que c'est vrai que je crois qu'au final, elle a proposé que 2 paliers, tu vois. Oui. Ouais. C'était ça, je crois, les deux. Tu as dit 2 paliers, il me semble qu'il n'y avait que ça. Donc, bon, elle, ça a surtout marché parce qu'elle a eu beaucoup de contributeurs, parce qu'il y a une moyenne par contributeur de 33 €, ce qui est à peu près le prix du. Mais en fait, du c'était. bouquin. Ben oui, mais parce qu'en fait, elle proposait presque que le prix du bouquin, si tu veux. Il y avait pas non plus beaucoup de. Oui. Oui, c'était plus une souscription classique au terme, on la connaît. Ouais. Ensuite, j'ai fait le Ben Basso des Créaturis des Mystéries, je sais plus comment, parce que je peux plus en entier sur mon truc. Alors lui, le truc, c'est que... Dementia, j'attends qu'il arrive. Donc la fin du crowdfunding, c'était en mars. Et normalement, ils nous ont promis que si Ben Basso arrivait à terminer toutes les dédicaces qu'il doit faire pour tous les contributeurs, il aura 84 ans. On devrait l'avoir pour Noël 2016. C'est aussi le piège, c'est que quand tu t'imposes des délais et que d'un coup tu te dis je vais faire des dédicaces, je vais faire ce genre de trucs, etc. Tu peux aussi te retrouver piégé. Mais je pense que ça va être une vraie difficulté de trouver l'équilibre entre ce que tu vas proposer et ce que tu vas réussir à faire. Oui, surtout qu'en général, quand tu lances un crowdfunding, tu annonces au moment où tu lances ta campagne la date prévue de livraison. Et c'est vrai qu'en cours de campagne, tu te rends compte que cette date est très dépendante, par exemple, du nombre de dédicaces, tout bêtement. C'est-à-dire que les gens ne seront pas forcément livrés dès la sortie du bouquin, dès la sortie de l'imprimeur. En fait, il peut y avoir un gros gap en fait, entre les premières personnes livrées et les dernières dues à cette histoire de dédicace toute bête qui prend du temps. C'est vrai que dans ce cas-là, ce qui c'est bien, c'est d'annoncer ceux qui sont sans dédicace partiront plus vite, quoi. C'est ça, mais en même temps, les gens qui ont pris une dédicace sont souvent des gens qui ont payé plus cher. Donc c'est un peu dommage par rapport à eux aussi de les pénaliser par rapport à des gens qui ont pris une contrepartie moins importante. Mais moi, c'est vrai que c'est la technique que j'ai abordée. Oui, mais entre guillemets, si tu en veux plus, faut aussi se dire que si j'en veux plus, ça peut peut-être prendre plus de temps. Que le délai sera potentiellement plus long. T'envoies le PDF en général entre-temps aussi, donc ça permet aussi, sur un crowdfunding de BD, il y a ce côté-là, t'as le PDF qui permet de patienter, de dire aux gens, je vous oublie pas, c'est juste que si vous voulez avoir une dédicace jolie, laissez-moi le temps, sinon je vous fais un gribouillage, quoi. C'est ça, et puis ce genre d'idéal d'attendre la fin des dédicaces pour envoyer les gens qui ont pris le palier de base, c'est pas gérable parce que logistiquement, c'est pas gérable. Ou alors c'est que tu as un très grand appartement. C'est ça, voilà. Faut avoir de la place pour les cartons. Ou alors tu prévois de faire des murs en livre. Là, par exemple, tu avais combien de bouquins chez toi en stock ? Il me semble que j'en avais à la base 700 exemplaires. Donc ce qui n'est pas énorme non plus, mais... En fait, on va peut-être te situer, parce que si tu veux, pour l'instant, je t'ai juste présenté, on n'a même pas dit... laisse le suspense. Non, en fait, on n'a même pas dit pourquoi. On est dedans. Parce que du coup, donc, on reçoit... on reçoit... Merci, ça me fait droit au cœur. En fait, on reçoit Stéphane de Canva parce que là, actuellement, il a lancé donc un deuxième crowdfunding pour... Martine à la plage. Non, alors j'allais dire encore 1000 milliards d'immortels, mais ça en fait beaucoup trop. Non, on va faire attention parce que je suis là. C'est ça. Cet épisode s'appellera 1000 milliards de mille sabords, ça je suis d'accord. Mais... 100 milliards d'immortels. Voilà, mais c'est ça, j'ai toujours 1000 milliards. Mais c'est ça, en BD en général, 1000 milliards, ça part bien. Ouais. Donc pour 100 milliards d'immortels, que tu as lancé en crowdfunding le 24 octobre. C'est ça, oui, c'est tout récent. Pour donc le tome 3 et le tome 4 qui normalement devraient clôturer ton histoire. Tout à fait. Donc fin de la campagne prévue début de décembre et livraison prévue justement, parce qu'on en parlait. En théorie, les bouquins partiront en mars. Voilà. Et donc du coup, on avait déjà parlé de toi dans une émission précédente. D'abord sur le online,
où on avait donc parlé de 100 milliards d'immortels sur le online, puis ensuite on avait parlé sur le crowdfunding. Non, sur le online, tu as parlé de 1000 milliards d'immortels. Non, c'est moi, c'était moi là. C'était lui le online. Rappelle-toi que c'est des trucs qu'on ne lisait pas à l'époque. Non, mais c'est Sabotage et compagnie, là, le splash page. Non, mais le pire, c'est que ça a été, je crois, le seul online que j'ai lu en entier pendant une émission. Oui, c'est-à-dire que, oui, parce qu'en fait, il faut savoir que pendant les émissions, pendant qu'on essaie de lire des trucs intelligents, lui, il lit des BD. D'accord. Non, c'est parce qu'il y a des cons qui réparent des PC. Voilà. Ça aussi. Service technique, c'est cool. Essaye de réparer le PC. Non, parce que du coup, oui, ça a été un de ces seuls online que j'ai lu en entier. Parce que dans une émission, parce que j'ai trouvé ça génial, je me suis dit, il faut que je vois la suite. Et quelques semaines après, tu as lancé le premier crowdfunding pour le tome 1 et le tome 2. Et qu'on a, je crois, backé dans les 2 jours. Oui, quoi. oui, assez vite. Oui, au tout début, ouais, il me semble. Et donc, voilà. Et donc, c'est pour ça que du coup, on a profité de ton lancement pour se dire, tiens, il faudrait que tu sois là pour en parler. Donc maintenant, tu parlais justement des problèmes de livraison, Tizak, je te laisse finir. Oui, donc voilà, non, c'était juste le problème de stockage et de livraison ensuite, parce que du coup, c'est toi qui dois te gérer toute cette partie-là, ça te transforme à la poste, quoi. Et c'est ça, voilà, un service logistique, sachant que toutes les contreparties ne sont pas les mêmes, donc en général, aucun paquet ne se ressemble. Et bon, j'étais un peu avantagé par le format, puisque c'est un format comics, en fait, donc des fascicules de 28 pages. Alors que beaucoup d'autres projets BD sont du hardcover, etc., avec carrément des palettes qu'il faut stocker. Moi, c'était un petit peu plus facile, mais c'est vrai que la partie logistique, expédition, ne pas faire d'erreurs dans les adresses, ne pas oublier les lunettes 3D quand on les a promises. C'est arrivé. Moins souvent que ce à quoi je m'attendais, mais c'est arrivé. Donc c'est vrai que c'est un travail qui moi me plaît, parce que ça me permet un peu de bouger de ma planche à dessin, de faire un peu autre chose, de bouger. Mais qui rebute aussi beaucoup d'auteurs de BD avec qui j'ai discuté. C'est une partie vraiment qui les freine dans le lancement d'un financement participatif. Maintenant, je vais parler d'un crowdfunding où là, c'est un peu délicat d'en parler. Alors, ça s'appelle Graph Comics. Tu te souviens, j'en avais parlé de ce projet-là. C'était un projet, ils voulaient faire une sorte de 20 minutes de la BD avec du comics, des trucs plutôt bien dessinés, je veux dire, honnêtes. J'ai revu un peu, ça, pour le coup, ça fait un peu old school maintenant, mais à l'époque... C'était plutôt joli. Et en gros, c'était une distribution gratuite et ils voulaient un financement pour s'aider à démarrer. Et ensuite, ils voulaient fonctionner sur le principe de la pub, quoi. Et ils faisaient une distribution gratuite et moi je dis, bah ça m'intéresse. Et en gros, pour 5 €, ils t'envoyaient pendant un an les trucs à la maison. Mais c'est ça, voilà, les contreparties étaient très peu chères par rapport à ce qu'ils proposaient. Ouais. C'était assez spectaculaire. Mais effectivement, vu qu'ils partaient sur un système de gratuit, ça semblait cohérent. En gros, 5 €, tu payais les frais de port, quoi. Donc, ça me semblait à peu près honnête. Et le truc, c'est que c'était lancé en février 2015 et j'attends toujours. D'accord, le projet avait été financé. Ouais. Alors, le projet Graph Comics, ils demandaient 8 000 €, ils en ont reçu 11 162, donc c'était pas non plus une fantastique réussite, mais c'était quelque chose de réussi. Ils avaient 598 contributeurs. Alors, et là, donc, ça fait 20 mois que j'attends, ce qui est long. Ils donnent des news régulièrement, mais je les ai même interviewés, leur chargé de com, parce que je trouvais le projet intéressant. Chargé de com qui n'est plus sur le projet. Je sais pas ce qui s'est passé en interne. J'allais dire, il est au Baumette, mais tu vois, j'ai pas osé. Voilà, je sais pas où a été le problème. Il fait central. Encore régulièrement. À Paris. En fait, apparemment, le problème, c'est que leur crowdfunding, c'est un moyen de se faire connaître, c'est un moyen d'avoir un petit financement de lancement, mais ils comptaient beaucoup sur de la pub et ils ont du mal à remplir leurs encarts publicitaires, quoi. C'est l'impression que ça donne. Et voilà, tu te retrouves à te dire, c'est bien sympa tout ça, mais bon, j'ai pas donné grand chose, donc je vais pas pleurer, mais bon, techniquement parlant, dans ce cas de figure-là, si le projet n'aboutit pas en termes de financement, ça veut dire qu'on te rembourse tes ronds et basta. Si le projet aboutit, mais qu'au bout du compte, les gens partent flamber en pute et en drogue. Comment dire, tu te baisses, tu vois, tu baisses ton pantalon dans le foulée. Non, c'est une vraie question. Est-ce que, par exemple, comme tu fais un recours collectif, c'est aux États-Unis. C'est un peu ça une class action. Non, mais voilà, est-ce que la plateforme est en partie garante d'eux, parce que c'est elle qui fait office de notaire et donc de banque de trésor, et qui du coup peut se permettre de rembourser, de dédommager tout ou partie, ou est-ce que tu l'as dans l'os, pour parler clairement,
et tu n'as que les yeux pour pleurer, et à moins de faire un recours collectif pour se retourner contre la boîte, qui a priori du coup a du tout flambé, que ce soit en binouze, en pute, en Pokémon ou en autre chose. Concrètement, est-ce qu'il y a, quand tu t'inscris sur ce genre de choses, est-ce qu'on t'explique les recours possibles? Alors, tu n'as pas de recours possible, en fait. Il faut vraiment... Là où le travail doit être bien fait, j'ai envie de dire, c'est au niveau de la plateforme qui est... alors, je ne sais pas comment se passe quand tu lances un crowdfunding. J'imagine qu'il y a un contrôle de ce que tu demandes, de ce que tu proposes, et à un moment donné, ils te disent on le lance, on le lance pas, non Oui, voilà, il y a 2 étapes de validation. Une première étape où tu proposes globalement ton projet, tu expliques le concept, etc. Et une deuxième phase de validation, en fait, quand tu as défini tes contreparties. Et après, par rapport à ces questions-là, moi, j'ai cru comprendre que c'est vraiment le porteur de projet qui est intégralement responsable de quelques soucis que ce soit sur la campagne. On va dire la plateforme... Eux, ils se proposent comme un outil, quoi. C'est ça, voilà. La plateforme s'engage juste à relancer, par exemple, le porteur du projet, à mettre en place les moyens de communication qui permettent de gérer le problème. Mais c'est en aucun cas eux que tu peux attaquer. À la rigueur, je pense que eux pourraient, s'il y a un très gros problème, attaquer un porteur de projet. Pourquoi pas. Mais je pense pas que tu aies moyen d'attaquer la plateforme. Oui, juridiquement, ils doivent se couvrir. Oui, voilà, c'est la technique du tuyau Internet. Non, après, voilà, c'est-à-dire qu'eux, par rapport à leur image, ils pourraient justement se prémunir de ce genre de problématiques. Parce que sinon, c'est aussi facile. C'est un peu sur le principe du Bon Coin où pullulent les arnaques. Avoir une plateforme où les arnaques commencent à pulluler. Et du coup, tu te retrouves avec une plateforme qui, au départ, était rentable et qui, finalement, au bout du compte, par mauvaise réputation, par le jeu des mauvais plans, se retrouve à péricliter parce que les gens, du coup, n'ont plus confiance. Oui, sachant que sur Ulule, il me semble pas qu'il y ait eu de problème de ce genre-là. Et justement, une des différences entre cette plateforme-là et peut-être d'autres, c'est que par exemple sur Kickstarter, tu es à peu près libre de proposer ce que tu veux. Il n'y a pas de phase de validation, il me semble. Si. Ou alors ils en ont mis en place a posteriori. C'est une autre plateforme, je sais plus comment elle s'appelle. C'est pas Indiegogo. Indiegogo, oui, c'est ça. Qui a eu beaucoup de soucis. Qui a eu beaucoup de soucis parce que apparemment il y a eu beaucoup de gogo, quoi. Voilà, il laisse tout passer. Et les projets qui ont l'air le plus hallucinants et qui en fait ont l'air tellement hallucinants qu'en fait c'est parce qu'ils sont pas possibles. On vous offre un voyage pour la Lune à partir de 15 €. Ouais, dessus il est pour de vrai. Le rasoir diamant. Le rasoir diamant, oui. Ah oui, indestructible, inaltérable. C'est un peu ça l'idée, mais je crois que lui ça a été un vrai projet, mais il y a eu d'autres. Voilà. Mais après il y a aussi le fait que quand tu lances un projet sur une plateforme comme ça, comme on le disait, c'est pas forcément ton métier. Toi en tant que dessinateur, c'est pas ton. En théorie, ton travail il s'arrête. J'ai envie de dire, à faire tes planches, les envoyer à l'éditeur. Je veux dire, ouais, maintenant les éditeurs. Tu fais tes petits dessins sur ton petit bout de papier, puis basta. Maintenant les éditeurs ont dit, en fait, le scannage et le nettoyage des planches, ça serait bien que tu t'en occupes. Non, on n'est pas arrivé. Oui, non, après, c'est sûr que c'est un métier un petit peu différent. Sachant que moi, c'est quelque chose quand même qui m'attirait de faire autre chose que de la planche toute la journée. Mais c'est vrai qu'un auteur qui se lancerait en ayant uniquement la connaissance artistique, on va dire, du domaine, et pas la connaissance un petit peu logistique en termes d'organisation, etc. C'est quand même un coup à prendre. Oui, puis il y a aussi le fait que tu peux avoir un succès auquel tu t'attendais pas. C'est ça, voilà, un succès absolument incroyable qui fait qu'en termes de dimension, c'est plus du tout quelque chose que tu peux gérer. Je vois, pour donner l'exemple, Ben Basso, il y a une structure éditoriale quand même derrière. Oui. Donc quand il y a 1530 de ces bouquins qui vont arriver, ils n'arriveront pas chez lui. Mais il y a des crowdfunding comme ça où les mecs, ils ont vu les palettes de bouquins qui sont arrivés chez eux, et t'es là, tu fais ok, alors attendez, je déplace mon lit, je fais un peu de place. Et... Faut avoir une grande villa, c'est sûr. Ouais, c'est ça. J'imagine bien Barbara Canepa dans son petit appart à Aix recevoir 14 palettes de dolls. Barbara Canepa, je suis pas sûr qu'elle ait un petit appart. Oh, elle avait. Voilà, un jour, oui. Elle avait. Quand elle était étudiante. Non, mais avant qu'elle déménage. Tu sais, la première fois où tu lui as prêté ton carnet de croquis. Ah, ça y est, là-dedans. Revenons pas sur le sujet qui fâche. Attaque personnelle, non. On sort les dossiers, là. On sort les dossiers. Ouais. Donc voilà, et le dernier que j'ai fait, Iglac, est assez exemplaire et étonnant. C'est le tien, c'est le 100 milliards d'immortels. Est-ce qu'on a reçu les bouquins en 3 mois? Ouais. C'est très rapide pour du crowdfunding, c'est-à-dire que. Ça va, c'est de la photocopie, c'est bon. Attends, voilà, c'est du fanzine. Hein. Sachant que
les 2 tomes n'étaient pas finis. C'est ça. En fait, ce qui m'a un petit peu avantagé pour la première campagne, c'est que le premier numéro était déjà terminé dans le sens où je l'avais déjà publié sous forme de webcomic. Et puis après, c'est vrai que par rapport à ma date de fin, j'avais quand même tout cadré par rapport au projet que j'ai en parallèle, qui est Métropolis chez Delcourt, par exemple. Donc j'avais annoncé une date qui était, à mon sens, réalisable, et j'ai quand même eu un peu de retard par rapport à ce que j'annonçais. Mais par exemple, sur la campagne qui est en cours, le délai que j'ai annoncé est un peu plus lent parce que justement, je dois dessiner 2 numéros. Donc, ça sera 48 pages et plus 24 pages comme cette fois-ci. Plus tout le travail éditorial. Voilà, tout le travail éditorial, de suivi de campagne, de suivi d'impression, etc. Voilà, donc en gros, c'est pour expliquer que le crowdfunding, ça reste quand même entre guillemets un risque mineur. Faut juste savoir un peu vers quoi on va. Il y a des tonnes de projets qui apparaissent, qui vont intéresser ou pas dans des genres très variables. Qu'en gros, en moyenne, sur ceux que j'ai pu faire, les moyennes par contributeur étaient dans les 35 €, voilà. En moyenne, les délais de livraison étaient de combien? En moyenne, 9 mois, on va dire. Ouais. Parce que moi, honnêtement... Mais ça dépend aussi, en plus du type de projet. Pas du type de projet, mais sur quelle plateforme tu le fais. Parce que moi, j'ai remarqué quand même que sur Ulule, souvent, en fait, les projets sont beaucoup plus rapides que chez Sandoway. Sandoway, tu finances ton projet, tu l'as financé. Après, tu auras... Je pensais que j'ai pas rentré dans le truc, il y a des projets Sandoway. Parce que les projets Sandoway, honnêtement, au niveau délai, ils te tuent. J'ai oublié dans mon truc, mais j'ai fait un L-West qui était assez long à arriver, au moins 1 an. Je crois. Ouais, moi j'ai. Et j'ai un autre projet que j'attends toujours. Moi j'en ai 3 qui sont déjà normalement terminés chez Sandoway. Et voilà. Ça va faire un an. Alors Sandoway a une approche différente. Je pense qu'ils attendent aussi d'avoir les sous pour payer l'auteur pour qu'il décide. C'est ça, l'équivalent des avances sur droit dépend de la réussite de la campagne. Et ensuite, tu as tout le temps de développement de l'album qui est le délai d'attente en fait, normal. Ouais, moi honnêtement, voilà, c'est cette partie-là qui me freine clairement sur ce mode de fonctionnement-là, sur ces plateformes. C'est que c'est un peu comme si on t'offre l'enveloppe à Noël de ta super voiture télécommandée, de ton flipper, de machin, et en te disant, tu sais quoi, tu vas attendre 15 mois pour l'avoir. Allez, joyeux Noël. C'est vrai que c'est pas de l'achat d'impulsion. Voilà, même mais en même temps, moi je pense que ce serait très bien pour toi parce que tu travaillerais un petit peu la frustration. Celle-là, tu me l'as tellement tendue, elle était trop belle. Merci. Non, mais c'est aussi. Tu sais quoi? C'est sa femme qui m'en parle de la frustration. Allez. C'est aussi à Paris, le crowdfunding. C'est-à-dire que tu vas parier sur un auteur que tu veux soutenir, sur quelqu'un. Ça marche beaucoup sur des communautés que tu peux avoir derrière. Toi, t'avais pas une grosse communauté web C'est ça, non, j'avais absolument aucune communauté web. C'est pour ça que j'étais très dans l'expectative au lancement de la première campagne, dans le sens où il y avait une très petite communauté qui suivait le webcomic. Mais j'avais commencé à le publier sous pseudo, même pas sous mon nom, donc vraiment le public était très restreint. Et après toute la famille des 8000 personnes. Et non, mais ensuite le One Eye Club, on a parlé. Après le One Eye Club, la mafia de Canva. Et voilà, et là c'était déjà de suite, c'était parti dans une proportion. C'est parti. Un gros influenceur, le One Eye Club. Oui, c'est ça. Mais ça compte aussi, parce que ce type de projet, si tu n'as aucune visibilité et que tu comptes que sur une communauté restreinte, ça plafonne à 300 € et ça va pas plus loin. Oui. Et grâce à nous, c'est 2 communautés restreintes. L'union des communautés restreintes. Non, parce qu'en fait, c'est la même communauté. C'est joli, l'union des communautés restreintes. Faut que je rectifie. Ah ouais, l'union des comités restreints. Des communautés restreintes. Donc voilà, j'en ai fini un peu pour ce petit tour sur le retour sur les crowdfunding. Et du coup, en fait, pourquoi tu disais que c'était dangereux? C'est dangereux parce que tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas ce que tu vas recevoir. J'ai eu de la chance sur ce que j'ai fait. Mais toi, comme tu es une personne de qualité, du coup, tu as su en fait voir tout de suite qu'est-ce qui allait réussir, qu'est-ce qui allait pas réussir. Avisé, visionnaire. C'est ça. J'ai su sentir les choses qui étaient bien. J'ai vu que Stéphane était sur Marseille, que je pouvais lui péter les jambes sans problème. Tu vois, j'avais calculé beaucoup de choses comme ça. Non, mais c'est vrai qu'il faut vraiment faire gaffe à ce qu'on sélectionne. Moi, j'en fais peu, en fait, des crowdfunding. Je vais vers des choses que je connais ou dont j'ai déjà entendu parler. Des recommandations que j'ai pu avoir à gauche, à droite.
Mais je sais aussi que je prends ça comme un pari et que des fois ça va pas marcher. Ou par exemple, j'avais été très déçu quand les liturgies avaient voulu faire Spoon Push. C'était un de leurs crowdfunding qu'ils avaient voulu lancer. Ça avait l'air vraiment sympa, rigolo, fun, pas prise de tête. Sauf que il y a eu des attentats en cours de route, leur campagne a été un petit peu médiatiquement un peu planquée. Enfin, ça a été un échec, quoi. Alors que c'était des auteurs reconnus qui avaient un grand soutien et voilà. C'est la faute des terroristes. Quoi. Ouais, c'est ça. Bon, et toi, Stéphane, mis à part le tien de crowdfunding, est-ce que tu as participé à d'autres ? Et donc oui, j'ai participé à des crowdfunding, donc justement crowdfunding en langue anglaise. Crowdfunding. Donc sur crowdfunding, sur Kickstarter. Et donc c'était beaucoup des projets de comics en fait, donc d'auteurs que je connaissais par exemple de DeviantArt, des petits projets, des projets plus modestes. Et donc pareil, en fait, le temps d'attente était souvent assez conséquent, mais pareil, j'étais très heureux quand j'avais un petit peu oublié le projet, que je me retrouvais à recevoir ma contrepartie par surprise. Et après, sur Ulule, j'avais participé à un financement de projet BD. Et après, indirectement, j'avais pas vraiment participé à la campagne, mais j'avais acheté un relat de Laurent Surac, post-campagne. Et voilà, et je pense que c'est quelque chose que je vais multiplier, parce que c'est vrai qu'il y a une somme de projets intéressants sur ces plateformes-là. Il y a cette surprise de savoir à quoi va ressembler l'objet. Par exemple, c'est vrai que moi, dans les 100 milliards d'immortels, voir tout le petit côté, les petites nouvelles, enfin c'est les tie-in, je crois. Oui, c'est ça, les petits backups en fait. Ouais, les backup stories, des trucs comme ça. C'est des trucs que j'ai trouvé super sympa parce que déjà, ça va très bien avec le format à l'américaine et les fausses pubs qui font penser au format à l'américaine. Bon, on n'en a pas autant que dans le format. Oui, c'est vrai. En général, c'est une page sur deux le format américain. Voilà, c'est ça. Surtout, moi, je vois le petit Citizen Kane avec Brando, DiCaprio et Marilyn Monroe. Quoi, les assurances Citizen Kane 3, j'aurais bien aimé savoir aussi. Le 2 qui avait dedans. Ça fait envie. Ouais. Mais c'est vrai que ce type de projet-là, c'est aussi une occasion pour les auteurs de se faire plaisir. Dans le sens où un format comics comme ça, je pense que c'est pas jouable chez un gros éditeur à part si on s'appelle Lewis Trondheim, Zep, etc. Et là, c'est un moyen de se faire plaisir en faisant vraiment des histoires au format comics. Si on veut ajouter une nouvelle, on ajoute une nouvelle, c'est quelques pages en plus. Et donc c'est vraiment une notion de plaisir et de contrôle créatif sur son travail qui est assez intéressante. Tu l'avais prévu dès le départ, toutes ces bonus dans le fascicule ? J'y avais pensé, mais c'est pas comme je savais absolument pas quelle somme j'allais récolter, et même si le projet allait être financé. C'est quelque chose dont auquel j'avais un petit peu pensé, mais sans vraiment l'annoncer, et en me disant, si ça arrive, ce sera du bonus, et je le propose. Pour revenir sur ces histoires de plateformes, où du coup, tu t'affranchis de l'éditeur, à proprement parler. Oui. Tu n'as pas non plus du coup d'interlocuteur pour avoir un retour sur ton travail, t'aiguiller dans un sens, dans l'autre, ou avoir des questionnements sur le montage, sur la mise en page, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a manqué ou au contraire, tu étais bien content de ne pas avoir quelqu'un sur le dos ? Ça m'a quand même un petit peu manqué dans le sens où, par exemple, sur un Metropolis, je travaille avec un directeur de collection qui est David Chauvel, donc il y a un regard très acéré et qui n'hésitera pas à te dire quand ça va pas, etc. On a rencontré beaucoup de personnes qui ont travaillé avec David Chauvel. Voilà. Attends, en fait, tous les auteurs du coin doivent avoir David Chauvel. C'est ça. Mais c'est ça. On parlait de la mafia de Canva, mais la mafia Chauvel aussi, mais c'est vrai que ce type de regard, bon après, c'est un projet que j'ai un petit peu montré à quelques personnes en avance de phase qui n'étaient pas vraiment des amis, c'est-à-dire qu'il y avait un regard plus pro. Mais c'est vrai que je pense que même s'il n'y a pas d'éditeur au sens propre, quelqu'un qui joue le rôle d'un éditeur peut être intéressant sur un projet de ce type-là. Financièrement, tu te payes sur ce projet ? Alors financièrement, oui, j'ai réussi à me payer sur ce projet-là. 2 immeubles. À peu près, voilà, une belle propriété et quelques dépendances. En Monopoly, en Lego. Et au prix du Lego, franchement. Là, sur Minecraft. Mais j'ai réussi à me payer, en fait, et c'était assez respectable, en fait, par rapport à un projet d'éditeur. Sachant que maintenant, ce que proposent les éditeurs, c'est assez maigre, on va dire. Voilà. Ouais.
Pour rester politiquement correct. Tu as réussi à avoir un salaire que tu juges normal pour le travail que tu as accompli. Voilà, je pense que par rapport au temps que j'y ai passé, c'est assez honnête, sachant que c'était aussi un projet de passion. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal d'aspects sur lesquels j'ai fait des sacrifices. Par exemple, c'est vrai que le premier numéro, je l'ai fait gratuitement, en fait, en travaillant dessus à mes heures perdues. Mais je pense que c'est une solution qui peut être viable. Après, il faut toujours faire attention au moment où on met en place son crowdfunding à toute la partie fabrication, la partie surtout post, qui est en fait, on pense pas vraiment à ça, mais c'est la plus grosse partie de budget hors création. Et une fois que tous ces postes-là sont bien cadrés, ça peut être quelque chose d'assez viable pour un artiste. Justement, la Poste, tous les artistes qui me parlent de la Poste d'une façon ou d'une autre, parce qu'ils vendent des choses, en général, sont assez injurieux. Ils ont un vocabulaire très 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 violent vis-à-vis de la Poste. Maintenant, il y a des services alternatifs. Tu as étudié un peu ce que proposaient d'autres livreurs que la Poste? Il y a Tang qui livre en vélo. Les petits coursiers du coin. Bouger avec Tang. Non, mais je sais qu'il y a des livreurs. Oui, il y a des mondial relais, ce genre de choses. Ouais. Tu mets un 4 ans jeune, je pense, c'est ça. Mais là, du coup, on va me dire que. Je pense que. Très jeune, les gars. Voilà. Ouais, le Dr Strange, là, faut un peu le pénaliser quand même, parce que. Donc oui, qu'est-ce que je disais? Oui, donc au niveau de l'expédition, moi l'avantage c'est que c'est des choses qui sont très légères à envoyer de base. Donc en tarif LED, ça peut passer très bien. Mais c'est vrai que quand on envoie un album cartonné qu'on doit envelopper dans une jolie enveloppe bulle, etc., je pense que des solutions du genre Mondial Relais sont intéressantes dans le sens où il y a un suivi automatique du colis. Quelque chose que j'avoue que je n'ai pas fait sur mes envois. C'est-à-dire que les premiers envois que j'ai faits, je les ai faits en tarif poste standard en fait. Et si ça n'arrivait pas, la personne me disait que ça n'arrivait pas et je me retrouvais à lui renvoyer. Mais je pense sur un projet où les albums seraient un peu plus luxueux que ce que j'ai fait avec 100 milliards d'immortels, je conseillerais plutôt quand même de choisir un service alternatif à la Poste pour gérer tout ça. Ils sont extrêmement sérieux à la Poste. Non, c'est rigoureux. Et puis moi, c'est vrai que j'y suis allé avec le sourire, tout ça s'est bien passé, mais voilà, après, j'avais pas des volumes non plus qui étaient monstrueux. Je pense que sur certains projets, ça va être plus délicat. Mais surtout en plus qu'il n'y a pas toutes les postes qui te font les gros volumes, donc. C'est ça. Et c'est ça, voilà. Même au rayon professionnel, collègue qui bosse pour une entreprise de poussettes, pour ne pas la citer, et qui du coup toutes les semaines, à minima une fois, voire deux, voire trois, doit se rendre à la poste pour envoyer le courrier à tous les clients, des suivis de colis ou des renvois de pièces ou ce genre de choses. Et quand tu sais qu'elle doit y passer au moins la demi-journée complète pour faire les envois en question, et elle bosse pas pour IBM, je veux dire, c'est pas non plus une multinationale à proprement parler en termes de nombre de clients. Elle envoie à l'international, mais il y a un nombre de clients restreint. Passer la demi-journée pour envoyer tous ces colis-là, c'est juste pas possible, quoi. Après, c'est sûr que c'est pour ça qu'en fait, il faut toujours aller à la poste avec un grand sourire quand on amène ses cartons d'enveloppe, parce que il faut déjà conditionner le guichetier à accepter tout ça et à faire que ça se passe bien. Mais là, pour 100 milliards d'immortels, est-ce que... Bon, donc je te dis, voilà, le tome 4 serait normalement la fin. Est-ce que tu as dans l'idée de faire une sorte d'autre histoire dans ce monde-là, ou parce que l'univers de base est quand même assez riche pour pouvoir faire plein de choses aussi dedans, d'autres choses, on va dire. Alors c'est quelque chose auquel j'ai prévu dès le départ, dans le sens où c'est un projet qui a déjà 5 ans, donc j'y avais réfléchi il y a pas mal de temps. Et mon but en créant cet univers-là, c'est de faire une espèce de bac à sable géant dans lequel je pourrais raconter toutes les histoires possibles et imaginables. Donc le principe de base de l'histoire, c'est un univers où tous les morts de l'histoire de l'humanité sont revenus sur la surface de la Terre et la mort n'existe plus. Donc c'est un cadre qui est à la fois futuriste, donc dans lequel je peux me permettre beaucoup de choses. C'est un cadre dans lequel je peux réutiliser, si j'en ai envie, des personnages historiques, dans lequel je peux décrire l'équivalent d'une mythologie. Donc il y a beaucoup de moyens d'entrer dans cet univers, et je pense qu'en effet, je raconterai probablement d'autres histoires dans cet univers-là. Sachant que la première que j'ai décidé de raconter, c'est une histoire très polar, film noir, qui est aussi un univers que j'adore, et donc j'en ai profité pour le glisser dans cet univers-là.
Mais pareil, je pense que le cadre général peut se prêter à beaucoup d'histoires. Parce que là, du coup, tu peux vraiment te lancer dans presque tous les styles, parce que avec tous les personnages historiques que tu peux ressortir, ou même des acteurs, ou des comiques, tu peux aller vraiment dans plein de... C'est ça. Possible et énorme, quoi. C'est, Moi, je veux dire, à partir du moment où tu peux faire revivre Madame Sarfati. Je pense que tout est possible. Oui, puis là, tu t'es fixé aux États-Unis, il y a d'autres parties du monde, il y a... Oui, voilà, d'autres parties du monde. On parle légèrement, c'est à peine évoqué, mais de colonisation spatiale aussi, vu la population assez conséquente qui existe dans ce monde-là. Et puis c'est un format aussi qui se prêterait à des anthologies, par exemple, à des ensembles d'histoires courtes. Enfin, il y a beaucoup de... Tu peux faire aussi des espèces de résolutions d'enquêtes non résolues, genre l'interview exclusive de Lee Harvey Oswald. Mais c'est ça, voilà. Ce genre de truc, quoi. Qui a tué JFK? C'est une des premières choses auxquelles j'ai pensé. Ah bah tu vois. Puis après, me lancer dans des débats théologiques très prises de tête, du genre Jésus revient. Jésus versus Bouddha. Oui, voilà. Ou alors, t'imagines le gars qui a été condamné à mort pour un meurtre. Ouais. Et, allez, 2 ans après, donc la mort disparaît, et en fait, le mec qui l'a tué est donc de nouveau vivant. C'est ça. Donc il y a finalement, un peu du fight, quand même. tu peux plus le mettre en prison pour ça. C'est ça. Ah, mais Il a pas réellement tué, et finalement, il est toujours vivant. Ouais. Ça peut donner en plus lieu à des histoires de vengeance assez perverses. Ouais, Oui, c'est bon, oui. Oui, tu peux partir dans C'est bon, tu ça. peux partir dans du gore, de l'horreur facilement. Ça me plaît beaucoup, Il y oui. a plein de trucs, il y a vraiment plein de choses. Alors, et du coup, pour en revenir à 100 milliards d'immortels, donc l'histoire que tu nous as laissée pour l'instant, tes références, c'était quoi au départ? Parce que du coup, il y a quand même, voilà, tu parles de polar noir, du coup, qu'est-ce qui t'a un petit peu amené de la matière? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Barbara Cartland. Barbara Cartland, Lana Twilight dont on parlait tout à l'heure. Donc Suzanne Stéphanie Stéphanie Meyer, Meyer. je crois. Ouais. C'est funny. C'était funny. Stéphanie, attention. Ouais, c'était funny. Ouais, c'est très funny. C'est very funny. Donc, en fait, moi, un auteur qui m'a, entre guillemets, encouragé, enfin, en tant que lecteur, à me lancer dans les comics, c'était notamment Garth Ennis. Donc, tout ce ton-là, un petit peu... je suis un petit peu moins trash quand même que Garth Ennis, ouais. mais ce ton un petit peu polar en dedans, etc., c'est quelque chose que j'aime bien utiliser dans mon histoire. Après, en beaucoup moins réussi, je l'avoue, c'est vrai qu'il y a toujours l'ambiance, l'influence d'Alan Moore, qui est un créateur d'univers assez fabuleux, donc notamment Top 10. Moi, je sais que c'est vraiment une BD qui m'a influencé pour 100 milliards d'immortels. Il faut que je rattrape. C'est vraiment fabuleux en termes de foisonnement, d'idées. Donc ça, c'est des objectifs inatteignables qu'on se fixe pour faire quelque chose d'à peu près potable. Et après, c'est très varié. Donc c'est tous les comics que je lis. Il y a aussi une petite patte qui est plus BD indépendante, limite BD alternative française, justement qui est venue par le biais du noir et blanc, d'un format qui est un petit peu, on va dire, cheap. Et donc en termes de dessin, c'est vrai que de temps en temps, il y a des petites influences à ce niveau-là qui se font sentir. Voilà, après, il y a beaucoup d'influences cinématographiques, et beaucoup de choses inconscientes aussi, que je ne pourrais pas lister. Et en termes de partenariat, de collaboration, tu as des personnes avec qui tu aimerais bien aller bosser, des personnes qui t'inspirent ou t'impressionnent en termes de boulot ou ce genre de choses? Après, oui, en fait, j'ai déjà commencé justement à mon histoire d'anthologie, là. C'est un projet auquel je pense comme ça. Il y a beaucoup d'artistes, notamment des artistes français, mais inspirés de comics, avec lesquels j'aimerais beaucoup travailler. Donc je ne vais pas citer de nom d'ores et déjà, ce serait un petit peu prématuré. Et puis après, dans les rêves, c'est vrai que moi, il y a des artistes... quand je vois un Travis Charest, si un jour il refait de la BD, ce serait un plaisir. Je sais pas s'il arrivera à refaire de la BD en France, en tout cas. Mais écoutez, j'attendrai mes 8 ans pour avoir mes 22 pages, mais j'attendrai. Ouais, c'est... Effectivement. Là, tu étais aussi bien sur le dessin que sur le scénario. Il me semble que sur tes projets précédents, tu avais un scénariste. C'est ça. Tu as fait Metropolis. Alors, je t'avoue, j'ai pas mange ton regardé... micro, Pied. J'ai pas regardé très bien en détail, mais il y avait le Metropolis avec Serge Lehmann ou Le Mans, je sais Serge Lehmann, oui. Lehmann, voilà. C'est ça. Donc, qui est un auteur, qui est un romancier à la base, il me semble. C'est ça, un romancier de assez SF. reconnu.
y a eu un stress de te lancer seul dans l'écriture de l'histoire? Oui, beaucoup, surtout après avoir travaillé avec Serge Lehmann. Bon, sachant qu'en fait, quand je me suis lancé dans la BD il y a quelques années, mon but premier, c'était de travailler en tant qu'auteur complet. Donc, un peu de raconter mes propres histoires, etc. Et comme je n'avais absolument aucun réseau dans la BD, j'aurais été mon propre dessinateur, mais faute de mieux. Il se trouve que mes projets ne se sont pas faits, souvent à raison. Et, et donc, en fait, j'ai plus les premiers jobs que j'ai eus, c'est vraiment en tant que dessinateur, etc. Donc, ça m'a permis de beaucoup apprendre. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, notamment sur Metropolis, qui était la première série, on va dire, sur le long terme sur laquelle je travaillais, ça m'a donné envie de me replonger un petit peu dans l'écriture et d'essayer de concrétiser un projet. Et en fait, pour m'enlever toute cette pression-là, du fait que je n'étais pas scénariste à la base, etc., c'est pour ça que j'ai commencé le projet en tant que webcomic, en publiant en fait une planche de temps en temps quand j'avais le temps, en me disant c'était un projet assez modeste au départ. Et pas sous ton nom au cas où. C'est ça, sous le pseudo fabuleux de brillant Michel Bandy. Ouais. Et donc voilà, ça a été un moyen un petit peu de me libérer de cette pression-là. Et voilà. On va peut-être passer à la fabuleuse chronique de Tizak. Merci pour ce générique absolument merveilleux. C'est un jingle, le générique c'est au début. Pardon, le générique c'est au début, c'est un jingle. Le jungle. Donc je me permettrai, puisqu'on a un peu discuté off tout à l'heure, Stéphane, tu n'hésiteras pas à intervenir, puisqu'apparemment on n'est pas tout à fait non plus du même avis, sur le film Doctor Strange. Oh là là, tout à fait. Encore un Marvel. Oui, il en faut bien de temps en temps, hein. Il en sort plusieurs. Ouais, tous les 2-3 mois. Voilà, il en sort un tous les 15 jours à peu près. Donc les studios Marvel tournent à plein régime, et cette fois-ci, ils nous ressortent une vieille chaussette, mais une très bonne chaussette, qui date de 1963, avec donc Doctor Strange, avec un casting, avouons-le, assez alléchant, en tout cas... Sur le papier. Sur le papier, en tout bien tout honneur, hein. Donc Doctor Strange... Ça dépend des dessinateurs, sur le papier. Merci Pierrick pour cette vanne BD. Hein, on mettra. Là aussi, on mettra un petit jingle. Ouais, mais il faut trouver un faut jingle. Couper ça. BD. Ça peut pas rester. Oui, il faut le couper, Pierrick, ce soir. Il faut. Bref, donc on a Benedict Cumberbatch, alias Sherlock Holmes, en guise Doctor Strange. Et il est franchement. Ou Smaug aussi. Mais bon, là, c'est. Voilà. Moi, je trouve qu'il le fait excessivement bien. Voilà. Oui, il est tout à fait crédible. Mais en général, c'est un point fort des Marvel. Sur les castings, ils sont toujours assez justes. Ouais, là, il faut avouer, ça tourne bien. Caecilius, Mads Mikkelsen, sur le papier, ça claque aussi. Sur le papier. On y reviendra. Wong, là, je trouve que sur le casting, ils ont fait fort, puisqu'ils ont trouvé un certain Benedict Wong pour interpréter Wong. Voilà, moi je dis bravo. Hein, mais ça, c'est je pense évident. qu'ils avaient le directeur de casting du Caméléon. Du Caméléon, exactement. Voilà. Pour Mademoiselle Parker, ils avaient Mademoiselle Parker. Ouais. Andrea. Accrochez-vous à vos fauteuils, puisque l'ancien, The Ancient One, est joué par Tilda Swinton. Oui, l'ancien n'a plus les yeux bridés. L'ancien a perdu son entrejambe et est blond. En fait, plus blond du tout, puisqu'il n'y a plus un poil sur le caillou. Mais... c'est ce qu'on appelle de réflexion utile. Cette chronique n'a aucun sens. Cette chronique n'a aucun sens. On l'a dit, c'est la chronique Strange. Tu nous offres du rêve quand même. Vas-y, continue. Mordo est joué par... Et alors là, la comte de Saras. Mais ses parents, il faut leur faire un procès, quoi. Déjà, Schwettel et Geoffort. L'acteur qui jouait dans Serenity, on va dire. Voilà. Voilà, bref, je sais pas. Je pense qu'avec son cachet, il faudrait qu'il change de nom et de prénom. Voilà, faut faire un truc. C'était qui dans Serenity ? C'était le bad guy, il me semble, dans le film. Oui, dans le film, pas dans, dans le Firefly. Film, oui, pas dans Firefly, pas dans la série, oui. Il jouait aussi dans Les Fils de l'Homme, enfin pas mal de films. Il a fait pas mal de trucs. Oui. Bref, faudra le revoir. C'est pas n'importe qui, il a fait plein de films, mais personne ne se souvient de son nom parce que c'est trop compliqué. Et enfin, le personnage essentiel du film, la doctoresse Christine Palmer, jouée donc par le quota féminin du lot, hein, Rachel McAdams. Enfin, le quota féminin non chauve du lot, Rachel McAdams. Donc bref,
Un casting, somme toute, excellentissime sur le papier. On va dire que dans la réalité, à 80%, ça a quand même bien fonctionné dans le film. Oui, l'essentiel passe bien, à l'exception de Mads Mikkelsen, qui est sous-exploité à mon goût. Exactement, c'est exactement mon ressenti aussi. On y reviendra tout à l'heure. Donc, un petit rapide pitch de l'histoire. Donc, Stephen Strange, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire de Strange, est un brillant neurochirurgien qui a un ego surdimensionné et à qui tout sourit. Malheureusement, il a un terrible accident de Lamborghini Huracan. Le pauvre, ouais, c'est très mesquine. J'ai cru que t'allais dire un truc genre malheureusement, il se retrouve enfermé dans une grotte dans le désert et on lui demande de fabriquer une arme, un truc dans le genre. Non, il est enfermé dans une Lamborghini Huracan. Ah, d'accord. Excuse-moi. Et il double et il téléphone et il se regarde dans le miroir, il se remet la mèche et boum, un accident. Comme c'est étrange. Bref, il perd quasiment l'usage de ses mains. Pour un neurochirurgien, c'est un tout petit peu embêtant. Et malgré de très nombreuses opérations expérimentales et surtout extrêmement coûteuses, il ne pourra absolument pas redevenir le chirurgien qu'il était, ce qui le désespère profondément. Il va donc essayer, comme toute personne au bord du désespoir et à l'agonie, de trouver d'autres pistes complètement alternatives. Et là, en farfouillant, il obtient l'information qu'un ancien malade, dont il avait refusé de s'occuper, pour une petite information, a miraculeusement guéri, alors qu'il était absolument condamné, tétraplégique, etc. Et il part donc en quête au fin fond de l'Inde mystique, à Camartage. Et là-bas, il faudra qu'il mette son ego de côté, tout son savoir encyclopédique de côté, et surtout toutes ses réticences pour arriver à s'ouvrir au secret mystique que The Ancient One... C'est pas un peu l'histoire de Kung Fu Panda, finalement? On n'en est pas loin. Non, Pierrick, tu peux pas faire ce genre de geste. C'est le geste technique. C'est le geste technique pour dire mange ton micro. Mais je suis déjà j'ai déjà le nez dans l'antipop. Non, tu l'avais pas. Alors rapproche l'antipop du micro, peut-être. Non, là c'est bon. Oh, mais ils sont casse-couilles ce soir. Bon, donc, regarde, je te disais, c'était pas l'histoire de Kung Fu Panda, finalement À une opération des mains près, ouais, c'est ça. C'est ça, hein. C'est un peu l'idée. Et donc, The Ancient One, lui... Un accident de nouilles plus tard. Un accident de nouilles. De nouilles, on a dit. Attention, pas va essayer de lui enseigner tout son savoir, en tout cas une bonne partie, pour essayer de réparer son corps. Et par là même, pour y arriver, il devra ouvrir son esprit. Durant cet apprentissage, il se retrouve au cœur d'une guéguerre entre le bien et le mal, comme c'est étrange. Les forces du mal étant représentées par Caecilius, un ancien disciple de Mordo, qui lui-même est un disciple d'I Ancient One. Et ce Caecilius, joué donc par Mads Mikkelsen, bosse pour le compte de Dormammu, un très très grand méchant, qui se nourrit, vit et fait grandir la dimension noire, puisque tout se joue dans des espèces de dimensions parallèles. Bref, une fois de plus, la Terre est convoitée. Encore. Une fois de plus. Ça, c'est pas dans Thor qu'il y a un truc comme ça aussi? Ouais, mais enfin, enchaîne là, parce que je t'avoue que si tu veux, d'une part, vraiment, tu me l'as pas vendu déjà, là. Et puis là, tu peux faire un résumé aussi long que le film. C'est, donc, voilà, c'est là, je crois que j'ai eu tout le film, non? Je peux pas le vendre. En fait, ce film, Stéphane ira dans ce sens-là, a fait un choix de repartir des origines de Stephen Strange. Ce qui, personnellement, m'a plutôt plu parce que j'aime bien les préquels, mais qui, honnêtement, ne fait pas forcément rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Non, continue. Fais comme si on se foutait pas de ta gueule. En Les gars, j'ai retrouvé du labello. Ah, tu vois, Strange, il a entre les doigts. Voilà. Oh, mais que 2. Mais c'est le 2 plus important. Donc, ils ont fait ce choix-là, qui est discutable. Moi, ne m'a pas trop posé de soucis, mais c'est vrai que voilà, on manque un petit peu de rentrer dans le vif du sujet rapidement. Voilà, puis c'est quelque chose qu'on a aussi beaucoup vu dans les précédents films Marvel. Effectivement. Par contre, ce qui choque tout de suite dès la bande-annonce, c'est le visuel. On en prend plein la gueule. Il faut bien dire ce qui est. Je confirme, surtout en 3D. Le gros mytho qui a vu le film en 2D. Oui. Ouais, mais en 3D, ça devait être. Je pense que ça devait être super bien. Voilà. Alors, moi, je suis vraiment pas un gros fan de la 3D. Je suis même très réticent. Mais honnêtement, je pense que je vais retourner le voir en 3D, puisque moi, je l'ai vu qu'en 2D, mais volontairement. Mais je pense que je vais le retourner le voir en 3D. Ah, mais donc c'est un bon film alors. Pour ça. Excuse-moi, t'as pas fini. D'accord.
chacun se fera son avis. Donc bref, visuellement c'est absolument époustouflant. On est dans du Inception puissance 10. Attention. Avec... Ah non. Pierrick, t'as pas fait ta remarque? Il a pas fait ta remarque. Oh ben alors. J'avais pas le micro pour dire Dark City. Voilà. Bref, donc puissance 100 par rapport à Dark City, puissance 10 par rapport à Inception. Après, c'est un problème de puissance de calcul, n'est-ce pas? C'est un peu comme les ordinateurs portables qui tombent en rade, là, c'est tout pourri du cul. Avec des références au mandala absolument évidentes, c'est-à-dire que contrairement à Inception où c'est simplement on fait bouger les univers, les dimensions, etc. Là, on est dans la représentation mystique en plus, puisque ce sont des sorts de magie mystique qui permettent de faire bouger les dimensions les unes par rapport aux autres. Donc je trouve que ça renforce un petit peu, ça redonne un petit peu de crédibilité aux sorts aussi qui sont utilisés. Le visuel vient renforcer un petit peu ce côté-là. Oui, c'est assez réussi à ce niveau-là. Toute la partie aussi un petit peu dimension noire, dimension mystique, qui est quelque chose aussi qu'on a rarement vu avec autant de moyens au cinéma. C'est ça. Et c'est aussi l'avantage des productions Marvel, c'est qu'ils peuvent mettre des moyens incroyables pour faire des scènes quasiment expérimentales. Et à ce titre-là, c'est assez réussi. Ouais. Ah, visuellement, moi j'ai trouvé ça absolument génial. Bon, après, beaucoup de touches d'humour. Il y a un petit côté Avengers avec Hulk qui donne un petit coup de poing à Loki. On a un petit côté Iron Man avec des petites remarques acerbes par-ci par-là. C'est ça, une petite cape de lévitation. La petite cape de bien lévitation, mais qui est dotée d'un humour, mais pour reprendre les termes de The Ancient One, elle est facétieuse et volage. C'est ça, oui. Bref, donc plein d'humour, peut-être un peu trop. Pas Ça, toujours placé aux bons endroits. Dans une scène de combat où on commence à être un peu pris par le truc. Et boum, il y a une blagounette au milieu. Souvent, ils ne savent pas s'arrêter. C'est agréable à petite dose, mais... Faudrait se trouver une sorte de juste milieu entre les films Marvel où ils font des petites blagues tout le temps et les films d'ici où ils ont un balai dans le cul, tu vois. C'est ça, voilà, entre... Mais le balai dans le cul, ça peut être drôle, hein. Ouais, mais non, d'ici... Il faut que ce soit fait littéralement. Bref, donc voilà, voilà, stop. Non, ne parlez pas des mamans, quoi. Non. Point de vue. Martha Kent. Pauvre Martha. La musique, moi j'ai trouvé ça très très bon. Très chouette, oui, de Michael Giacchino qui travaillait pour la première fois pour Marvel. Ça a bien fonctionné. il est bon, lui. Par contre, pour moi, le gros point noir, au-delà du choix, du scénario, de l'angle, etc., c'est les scènes de combat où, encore une fois, on n'y voit rien. On a l'impression d'avoir une GoPro collée sur l'épaule des personnages et c'est filmé d'extrêmement près, c'est très brouillon, on change de pièce, on change d'endroit de façon totalement anarchique. Bref, les scènes de combat, encore une fois, malheureusement, sont ratées. Alors, heureusement qu'on n'est pas dans du Kung Fu Panda, pour le coup, qu'il n'y a pas non plus 50 scènes de combat dans le film. C'est peut-être d'ailleurs un peu ce qui manque en termes de pêche, mais c'est quand même très brouillon. C'est vrai que toutes les scènes qui se déroulent un petit peu, je crois que c'était dans un espèce de manoir, alors je sais plus si c'était à New York ou à Londres, il y a des scènes qui sont vraiment très proches du pur kung-fu, qui en termes de chorégraphie sont vraiment très réussies. Par contre, en termes de mise en scène, ça plombe complètement le boulot monstrueux qu'ils ont dû faire en termes de choré. C'est ça. Et c'est assez peu lisible, et c'est dommage. Pour avoir lu un peu quelques interviews des acteurs, ils ont vraiment bossé en termes de chorégraphie, en termes de combat, de kung-fu. Ils ont même bossé la méditation. J'ai du coup appris que Benedict Cumberbatch pratiquait la méditation quotidiennement bien avant Doctor Strange, Monsieur Zen et Monsieur plein de blagues aussi d'ailleurs. Peut-être un peu trop d'ailleurs, c'est peut-être lui qui a influencé le dialoguiste, je ne sais pas. Mais voilà, c'est vrai que c'est un petit peu dommage pour les scènes de combat. Comme on l'a dit, les acteurs au top. Plein de modifications, enfin quelques modifications par rapport à l'œuvre première, puisque Mordo, qui est un Transylvanien un peu petite Europe de l'Est, là est joué par un bon petit Blackos qui voilà, ça crée un petit décalage, mais qui marche bien. C'est un personnage qui a un aspect assez rigide dans son background. C'est vrai que le physique transylvanien un peu pointu dans le trait, comme c'était prévu initialement, là on n'est pas forcément là-dedans. Mais c'est quand même bien rendu, on l'a transformé un peu en espèce de militaire psychique, mais assez rigide, ça marche quand même si c'est pas forcément la plus grande réussite. L'ancien, donc qui à la base est un bon chinois, se retrouve être une nana chauve, plutôt calme finalement, et pas forcément
aussi ultra puissante que ce qu'on pourrait le voir, parce que le premier combat de base est perdu. C'est ça, le premier combat est perdu et on montre aussi pas mal de points, pas mal de ses faiblesses en fait dans le déroulement du film, ce qui était aussi un point positif à mon sens. Il fallait aussi essayer de sortir, j'imagine, des clichés racistes et colonialistes de la BD de 63. Exactement, oui, c'est principe, ça, c'est un peu comme le mandarin d'Iron Man 3. Voilà. Alors je tiens à préciser que je suis un fan absolu d'Iron Man 3, que je défendrai ce film jusqu'à ma mort. Ah oui, carrément. Mais pareil, oui, tout à fait. Même sous la torture. Même sous la torture, et je pense que tous les choix d'adaptation qui ont été effectués sur ce film-là étaient judicieux. Ouais, mais en même temps, c'est ta petite parenthèse. Voilà, mais en même temps, si vous taclez Iron Man 3, on défonce. Je crois deux ou trois personnes au monde à avoir aimé le Hulk d'Ang Lee, quoi. Donc, ouais, c'est moi. J'ai adoré le Hulk d'Ang Lee. Voilà, donc tu vois, adoré. Sur le Hulk d'Ang Lee, je peux rien faire, par contre. Voilà. Non, là. Mais même Ang Lee, je crois arrêter de l'aimer aussi, hein, donc c'est compliqué. Je suis un grand fan. Bah écoute, tant mieux, c'est bien. On va terminer donc avec les acteurs mal exploités. Hein. Donc Mads Mikkelsen, qui est quand même, qui a un physique, qui a un visage, qui pour les combats, ça devrait être un gros point positif. Bon, mais globalement, il fait mumuse avec les mains, quoi. Puis c'est ça, au final, ce n'est qu'un petit peu qu'un homme de main de Dormammu, qui est le vrai méchant de l'histoire. Qui est le vrai méchant de l'histoire, mais en même temps, on n'a pas la scène de combat, quoi. C'est ça. Et puis Dormammu, quelque chose qui m'a un petit peu déçu, bon, ça, c'est un choix aussi qui est assez courant dans les productions Marvel, c'est que j'adore, moi, le design de base en BD de Dormammu, avec la espèce de boule de feu qui lévite, enfin... Et c'est quelque chose qu'ils n'ont pas du tout repris dans le film, et j'aurais été curieux de voir ce que ça pouvait donner. Mais c'est un choix artistique, on va dire. Ouais, mais ils ont gardé quand même des couleurs assez flashy pour garder ce côté justement années 60 en psychédélique, on est blindé de drogue. C'est voilà. Ça, très LSD, Steve Ditko. LSD, c'est ça. Et j'ai trouvé du coup l'idée intéressante de laisser Dormammu dans cette espèce de truc un peu, pas vaporeux, mais un peu translucide, mais quand même des couleurs flash. Enfin, il est quand même violet, des yeux jaunes fluo. Enfin, et tout ça dans un univers, c'est le côté négatif des licornes et des bisounours, quoi. Enfin, il y a des couleurs dans tous les sens, mais on sent que c'est sombre. En fait, si grosso modo, là, je te demandais en 2 mots, voilà, est-ce que je dois aller le voir ou pas ? Alors, j'ai envie de te dire, si tu as un truc à faire, c'est le voir. L'entendre, peut-être moins. Mais le voir, c'est un peu chiant pour un film quand même. Non, moi j'ai trouvé que c'est un bon film, j'ai passé un très bon moment. Un truc qui toi-même t'as moins plu, Stéphane, c'est la mise en place pour la suite pour les Avengers. C'est ça, moi ce qui me gêne beaucoup, c'est l'aspect un petit peu épisode télé qu'il y a dans chaque film Marvel. Ouais, on met une pièce du puzzle supplémentaire pour l'univers Marvel Studios. Est-ce que rajouter le côté mystique qui n'était pas présent dans les autres films va réussir ? Enfin, je trouve qu'ils avaient réussi à plutôt bien intégrer le côté mythologique avec du Thor à côté d'un Iron Man dans les films, ce qui était pour moi quelque chose qui n'était pas évident du tout. Est-ce que vous pensez que ce côté mystique qu'ils viennent d'insérer dans le truc va pas encore alourdir l'univers, ou est-ce qu'ils vont réussir à bien l'intégrer ? Mais sachant qu'il crée quand même à chaque fois des points de continuité, dans le sens où l'univers de Thor est très aussi, on va dire, galactique dans l'adaptation qu'ils en ont faite dans l'univers cinématographique. Et je trouve qu'aussi l'univers mystique tel qu'il l'aborde dans Doctor Strange, de la même façon, il y a un côté très galactique. Donc je pense qu'il y a une cohérence à ce niveau-là qu'ils arrivent à établir entre tous les films, un petit peu autres, on va dire, Gardiens de la Galaxie, Thor, Doctor Strange. Je veux dire que ces films entre eux sont cohérents. En gros, que chaque monde, le mystique, le mythologique, en fait, serait des sortes de mondes parallèles. C'est ça, voilà, une dimension parallèle, tout à fait. Le seul petit raccord, je crois, qui est pas forcément top, c'est que je crois que dans l'un des Avengers, dans l'un des Thor, on voit le médaillon de... Oui, l'œil d'Agamotto. L'œil d'Agamotto, il me semble qu'on le voit dans les trésors d'Asgard. Thor 2. Et alors que il est gardé dans le temple. Oui, mais dans Thor 2, il avait collé là pour faire un petit clin d'œil rigolo. Ouais, mais voilà, c'est fait un film strange. C'est un petit faux raccord entre guillemets où ils auraient pu mettre l'orbe par exemple d'Agamotto et pas forcément l'œil dans les trésors. Enfin bref. La tête de Vecna. Ah non, je vais le dire. Faites une recherche, la tête de Vecna, si vous demandez ce que c'est. Donc bref, oui, moi je vous le conseille. Allez-y, c'est visuellement exceptionnel, au niveau du scénar sympa, et au niveau des blagounettes très bien, un peu trop, mais voilà, moi j'ai passé un très très bon moment, et en famille, et même le petit a à peu près compris ce qui se passait. Ok, bon, la prochaine fois je te demanderai donc en 2 mots, revois ta numération. Voilà, parce que je t'ai dit 2.
Ça fait 5 minutes que tu parles, quoi. Mais bon, je te remercie beaucoup. Ah, je pourrais te faire une chronique vachement plus courte. Écoute, c'est le dictateur de cette émission. Voilà, non, mais c'est tout. Ah non, mais chef, je pourrais te faire une chronique vachement plus courte. Oh, ça y est, il est excellent. Vachement plus courte. Il est excellent. Mais alors, en 2 mots. Pas de problème. Et je tiens à préciser quand même que la personne qui a fait cette chronique a la chemise de Doctor Strange. Oui, c'est vrai. Donc il est assez raccord visuellement. Bon, j'espère que tu seras... J'ai pas la même montre, putain l'enculé. J'espère que tu seras un peu plus collection de montres. sur le courrier du Dr. C'est assez impressionnant. Ah ouais, attends, avec les petits porte-montres qui tournent sur eux-mêmes pour bien les voir sous toi. C'est quand même un truc de dingue, quoi. J'ai pas trop fait gaffe, mais je pense qu'ils se sont fait assez plaisir sur le placement produit à ce niveau-là. Gégère le coup, pardon, excusez-moi. Ils attendaient après notre émission pour gagner un peu des ronds un peu cher. Bref. Bon, si vous cherchez un cadeau pour Noël, n'hésitez pas. Enfin, chaque montre, c'est le PIB du Botswana, non? Un truc dans le style? À peu près. En tout cas, c'est plus que notre salaire annuel. Nos contributions, quoi. Le Tipeee. Et bien, pour finir, donc, je vais vous parler de Preacher. On a parlé de Garcenis tout à l'heure. Excellent. Mais Stéphane, il va peut-être connaître Preacher, on va voir si... Baf, Garcenis, on a prévu de parler de Preacher. Moi, comment j'ai découvert Preacher? En fait, ça a commencé sur un autre podcast qui s'appelle Season 1, où ils ont parlé en fait de la série télévisée Preacher qui est passée donc chez AMC. Bon, je me suis dit, ils me l'ont vendu comme un truc hyper irrespectueux, irrévérencieux, trash, gore... Oh, ok, on va aller voir ça. Et c'est irrespectueux, c'est irrévérencieux, c'est trash, c'est gore. Mais de quoi que ça parle? Alors, de quoi que ça parle? En 2 mots, s'il te plaît. Prêtre possédé. Bien joué. C'est pas mal. En 2 briques. Prêtre. Caboulox. Merde. Est-ce que t'as la Fuego qui est garde dehors ou pas? Absolument. Avec un porte-clés avec un petit pompon de queue de renard. Ok. Alors, donc Preacher est un prêtre qui va être possédé par une entité qui s'appelle Genesis et qui va lui donner donc qui va classe. Attends, je vais piquer ses répliques. J'ai pu piquer les répliques. C'est vrai que tu chantes à la place de Tizak, c'est bien. Donc, et en anglais, je crois que c'est ce qui pique le plus. C'était beau. Bon. Donc du coup, notre prêtre est possédé par donc cet esprit Genesis et il lui donne le pouvoir en fait quand il utilise la voix de Genesis d'obliger les gens à faire ce qu'il demande. Alors des fois, du coup, au premier degré. L'exemple dans je vais peut-être pas le révéler parce que du coup là ça donne directement. Mais tu as perdu la tête. Ouais, voilà, grosso modo ce serait ça. Tiens, non mais cette fille t'a fait perdre la tête et le mec va se couper la tête. Voilà. Ce serais dans l'idée, mais parce que sinon je serais réveillé. Mais du coup c'est drôle ou c'est horrifiant? C'est les deux. C'est les deux parce qu'il y a des trucs qui sont débiles, mais complètement débiles. Comme il est le prêtre, on vient lui raconter toutes les conneries qui se passent dans son village, forcément. Dans sa petite ville du Texas. Oui, c'est vraiment... Il est entouré de redneck, en fait. Voilà, c'est vraiment le désert, c'est le truc paumé. Et t'as le gamin qui vient lui dire que le mari bat sa femme. Bon, en fait, quand lui va voir la femme, tu découvres que non, en fait, elle est pas battue. En fait, elle est masochiste. Voilà. Et là, si tu veux, tu te retrouves avec une discussion entre les deux personnages où tu te dis, oui, ils sont clairement à côté de la plaque. Surtout que c'est quand même un pasteur qui a un passé... Oui, surtout que c'est un pasteur qui est un ancien braqueur de banque, donc... Et qui a repris la paroisse de son père juste parce qu'il lui avait promis quand il était tout petit que son père s'est fait tuer devant ses yeux. Bon, en tout cas, voilà, Preacher au départ, c'était... Moi, j'ai regardé donc la série télé où je me suis vraiment régalé. Je crois que c'est 10 épisodes, il me semble, pour la première saison. Qui ne sont pas parus en France, donc... Si, sur OCS. OCS? Oh, ça va, alors, c'est bon. Chez les nantis. C'est ça. Moi, je me suis arrangé avec mes cousins américains. C'est ça, cousins américains. Pareil, exactement, ouais. Et donc, du coup, là, Pierrick me dit, écoute, il faut que tu le lises, Preacher. Et là, clairement, je me suis dit, bon, ok, il m'a amené une petite pile de Preacher. Alors, je les ai pas tous. Tu les as pas tous. C'est le problème. Et j'ai que la vieille édition du Téméraire. Du Téméraire, c'est celle que j'ai aussi. Où ils avaient publié, il me semble, une dizaine de tomes à tout casser. Et qui est pas fantastique en termes d'édition, mais bon. Oui. Les couleurs piquent un peu. C'est ça que je veux dire. Ça, c'est c'était l'époque. Hein. Ça, c'est l'époque, là, ouais. Donc, du coup, qui est si vieux que ça, Pierrick?
C'est ça. Et donc là, j'ai lu donc le premier tome, et en fait, je me suis aperçu que c'était la première saison télé, ce n'était que le premier tome de Preacher. Enfin non, ce n'était que les... La première saison télé, en fait, ce n'est que les 10 premières pages de Preacher. Sachant qu'il y a 22 fois 66 planches. Voilà, donc grosso modo, là je me suis dit, bon, grosso modo, ils ont vraiment pris leur temps dans la série télé. Mais c'est pas un mal, hein. Mais c'est pas un mal, voilà, parce que du coup, tu découvres vraiment un truc qui est génial. Voilà, je suis vraiment régalé. Et pour en arriver au bout de pourquoi je vous parle aujourd'hui de Preacher, c'est parce qu'il y a une quinzaine de jours, alors je sais pas quand est-ce comparer, mais ça serait peut-être il y a 3-4 semaines, Steve Dillon est mort. C'est le dessinateur de Preacher. Qui donc au scénario, on avait donc Garcenis dont on parlait tout à l'heure. Et c'est là que du coup, en découvrant qui était Steve Dillon, je me suis dit, mais en fait non, j'ai lu plusieurs trucs de lui. J'ai lu des Judge Dredd, pas mal du coup en quantité quand j'étais plus jeune dans la bibliothèque de mon frère, et ouais, c'est quelqu'un qui a quand même un petit peu bercé, on va dire, ma lecture comics, on va dire au début, surtout ma lecture comics un peu plus indépendante. Il fait un peu partie de toute cette vague d'auteurs britanniques qui ont été récupérés de chez Marvel Angleterre, là, je sais plus comment s'appelait leur truc, et donc qui avaient commencé à se faire connaître sur du 2000 AD, et qui sont tous partis avec Karen Berger, l'éditrice de Vertigo. De Vertigo, oui. Voilà, et qui a ramené des gens comme beaucoup de scénaristes déjà. On va penser à Garcenis, donc effectivement, mais aussi Neil Gaiman, Alan Moore, Grant Morrison. Voilà, des petits, tu vois, des petits scénaristes. En général, on leur filait les dessinateurs qu'on pouvait chez Vertigo. Et sur Preacher, il a quand même eu la chance. C'est une des premières séries Vertigo, justement, qui avait un dessinateur qui a fait toute la série. Au départ, c'était pas vraiment le cas sur beaucoup de séries, je trouve. Oui, puis c'est vrai que sur Preacher, sa patte graphique est pour moi indissociable de l'histoire que Garcenis raconte. Moi, je sais quand j'avais lu, pareil, j'avais lu l'édition, donc j'étais beaucoup plus jeune à l'époque du Téméraire. Et quelque chose qui m'avait fortement marqué, en fait, c'est le regard d'incompréhension de tous les flics qui se prenaient des balles dans la tête, dont les balles explosaient, les têtes explosaient, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'il avait, c'était à la fois drôle, à la fois choquant. C'est quelque chose qui m'avait incroyablement frappé. Et en fait, le truc, c'est que quand la série a commencé sur AMC, moi, j'ai un peu moins, je pense, aimé la série que vous, enfin la série télé. Et justement, je me suis remis à lire les comics Preacher pour voir, en fait, si le souvenir que j'en avais était pas supérieur à la qualité intrinsèque du truc. Et en fait, pas du tout. Je me suis mis à les relire, à tourner les pages. Au niveau dessin pur, je trouvais ça vraiment extraordinaire, même mieux que certaines choses qu'a fait Steve Dillon par la suite. Oui. C'était vraiment assez incroyable. Et puis c'est vrai que le duo Garcenis-Steve Dillon, ça a été Preacher, et ça a aussi été sa série Punisher, qui était, je crois, en Marvel Knight, un truc comme ça. Ouais. Max. Ça a commencé par Knight, et après ils l'ont sorti en... oui, parce que j'avais attention, non, le Punisher Marvel Knight, c'était pourri du cul. Parce que Punisher Marvel Knight, c'était pourri du cul. Il avait des armes démons, ou je sais pas quoi. Non, tu confonds, il y avait deux séries. Il y avait une première série où en fait c'était un espèce de Punisher qui revenait d'entre les morts, qui avait des armes mystiques au bras un peu fluo. C'était nul. Voilà, c'était absolument nul. Et juste après, justement, ils avaient fait une série, il me semble que c'était sur la fin de la gamme Marvel Knight. Oui, c'est ça, oui, effectivement. Qui justement associait à nouveau Garcenis et Steve Dillon. Et c'est justement dans cette histoire-là, en fait, qu'apparaissait tout le petit casting secondaire autour de Frank Castle, tous ses voisins, enfin le voisin obèse qui avait des toilettes en adamantium, ce genre de conneries à la Garcenis. Oui, ça c'est aussi un truc qui fait que je pense que au niveau de l'adaptation, il pouvait pas se permettre toutes les folies de Garcenis. Il a un petit côté chien fou où il se permet des délires, mais juste pour la blague, quoi. Voilà, c'est ça. Le trash pour rigoler. Et ce que je trouve plutôt bien amené justement dans la série, c'est que les pouvoirs, ils s'en rendent pas compte tout de suite. Ils jouent vraiment travailler un peu la personnalité du personnage. Ils ont réussi à centrer vraiment sur les personnages dans la série, donc l'histoire, qui sont intéressants, je trouve, tous autant qu'ils sont. Et
aussi à montrer quelque chose qu'on voit pas dans le comics, c'est-à-dire que très très vite dans la BD, Jesse Custer, donc le pasteur, utilise ses pouvoirs, on va dire, intelligemment. Il sait pas d'en profiter. Alors que dans la série, au début, il fait comme tout mec qui est un peu un mauvais garçon dans le fond, il a un pouvoir de la mort, il essaye d'en profiter pour faire le bien, hein, mais il essaye d'en profiter. Et il se rend compte que ça a des conséquences qui sont pas forcément bonnes et qu'il faut qu'il apprenne à faire attention à ça. Et je trouve que ça marche plutôt pas mal. Surtout que dans la série télé, il y a 2 personnages qui sont très 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 bien exploités. C'est les 2 anges qui le suivent pour essayer de récupérer l'entité de Genesis. Et on a droit à quelques scènes d'anthologie avec eux qui sont un peu niais, les mecs. Parce qu'ils connaissent pas le vrai monde, tu vois. Genre, la scène dans le motel, quand ils ont le Séraphin qui leur court après. Oui, voilà, c'est vraiment les anges qui débarquent. Ouais, c'est là les... Donc, et c'est vrai que j'ai trouvé que ça apportait quelque chose, en fait, à la BD. C'était clairement inspiré, ils peuvent pas le nier. Hein. C'est vraiment une adaptation et qui, je trouve, est bien adaptée à la série télé actuelle. Parce qu'une BD comme Preacher, c'est aussi une BD de son époque et je la vois mal sortir maintenant. C'est vrai que c'était une narration qui était beaucoup moins décompressée. Oui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, une saison de série télé tient en 10 pages. Ouais. C'est une narration qui était beaucoup plus compressée, que moi j'aime beaucoup, hein, mais c'est vrai que ce n'est plus trop dans l'air du temps de nos jours. Et puis il y a des personnages mythiques comme Tronche de cul. Tronche de cul, le Saint des tueurs aussi, avec sa gueule burinée au possible. Très bien amené dans la série télé aussi, le Saint des tueurs. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour voir cette série ? Tu achètes OCS. Ah, voilà, sur OCS. Okay. Sinon, tu demandes au cousin américain de Pierrick de t'envoyer les vidéos. Ah oui, le cousin. Voilà. Son prénom commence par un Z, il me semble. C'est ton cousin qui me les a envoyés. Ah, c'est mon cousin qui te les a envoyés. Ah, exact, c'est vrai, oui. Ouais. The cousin. Ouais. Enfin voilà, donc non. Enfin voilà, Preacher est une très bonne série. En tout cas, Steve Dillon aussi qui nous a apporté beaucoup de plaisir par la lecture. C'est vrai que Steve Dillon, j'ai eu plus de mal sur des trucs des travaux un peu super-héroïques qu'il a fait, et je sais pas pourquoi il nous refilait des travaux super-héroïques, parce que c'est pas fait pour lui. Il a un côté qui colle bien avec du buriné. C'est pas fait pour lui. Le mec. Non, c'est un artiste qui pour moi sur du super-héros. Sur le Judge Dredd ou du Punisher, il a un style qui va bien, il va te faire du gars buriné, un peu brut, etc. Mais j'ai vu certaines scènes d'action faites par lui où t'imagines les gars souples qui sautent dans tous les sens. Et il a un côté un peu rigide dans son trait, tu vois, qui fait que je trouve que c'est pas efficace. Alors que c'est Punisher et c'est... Ouais, pour toi, Steve Dillon, c'est le gars les pains dans la gueule, quoi. Oui, c'est... Voilà, c'est ça. Un bon fight, c'est les gros pains dans la gueule. Et d'ailleurs, ce qui était marrant dans justement la première série Punisher dont je parlais, c'est que Garth Ennis, en fait, il déteste les super-héros, ça le fait vomir. Et justement, ils ont profité pour, dès qu'il il veut placer un guest, en fait, super, je vois un Pins The Boys. Un badge. Qui est aussi une de mes séries cultes. Mais à chaque fois qu'il devait placer, par exemple, un caméo de super-héros, que ce soit Spider-Man, Daredevil, etc., c'était pour qu'il s'en prenne plein la gueule, qu'il se fasse défoncer par le Punisher, et ça, c'était excellent. Mais là, tu vois, justement, Steve Dillon sur The Boys, en genre super-héroïque, je pense qu'il aurait bien marché. C'est vrai, ça aurait plus été dans son style. Parce que il y a un côté anti-héroïque dans son dessin. Tu vois, il n'y a pas ce côté épique que tu vas avoir du gars qui va être pris en contre-plongée avec la cape au vent, etc. Je ne vois pas dessiner ce genre de truc. En tout cas, sérieusement, en premier degré. Oui, puis il y a aussi, au-delà du dessin, lorsqu'on lui a donné des travaux super-héroïques, il avait souvent une colorisation qui était hyper digitale, en fait. Oui. La colorisation qu'on mettrait sur n'importe quel dessinateur, David Finch ou ce genre de choses. Et c'était pas adapté, je pense, à son dessin. Et c'est ça aussi qu'il a desservi sur ses contributions super-héroïques. Rien d'autre à rajouter ? Oh non. Du coup, on va juste terminer avec toi, Stéphane. Où est-ce qu'on peut te suivre sur Internet ? Alors, vous pouvez me suivre sur la splash page. Sur la splash page. Copyright Yann Valani. Non, vous pouvez me suivre sur Facebook. Sur Twitter, j'ai un petit site internet qui est plus en fait un mini portfolio de vieux travaux qu'un vrai site internet. Mais vous tapez Stéphane de Canva sur Google et
Et vous tombez sur ABC 542. ABC 542, exactement. Et du coup, tu as continué l'apparition de 100 milliards d'immortels en online ou Alors non, 100 milliards d'immortels, j'ai vraiment stoppé à la fin du premier épisode. Voilà. On avait une question d'un de nos auditeurs. Tant qu'à faire, on a des auditeurs. C'est Carotte qui nous dit que il s'est lancé dans la campagne donc pour la suite, les tomes 3 et 4. Merci à toi, Carotte. Voilà. Il a failli prendre l'intégrale au lieu d'uniquement le tome 3 et 4, alors qu'il y a déjà le tome 1 et 2, parce qu'il aime bien que dans la bibliothèque ça fasse bien. Il se pose la question de genre, dans les contreparties, un fourreau pour mettre ces 4 tomes. Est-ce que ça serait pas une bonne idée? Et là, on en vient au palier. Ouais. Non, j'y pense et je peux pas annoncer de choses. Je pense que je vais sans doute le faire. Ça va arriver. Un petit fourreau pour les 4 épisodes au format comics. Et probablement pour un autre palier, pour les personnes qui auront pris l'intégrale, peut-être un tout petit cahier couleur qui rassemblerait en fait les couvertures des comics et les 4e de couverture. Voilà, donc exclu pour la splash page. Ouais. Ça va arriver. Yeah. Ok. Au niveau des projets, donc là, tu as Metropolis, le tome 4. Là, c'est ça, Metropolis, qui est terminé au niveau du dessin pur. Il reste que quelques modifs de texte. Et donc, ça sortie prévue le 18 janvier 2017. Tu vas être dans la dure phase de l'auteur qui n'a pas de projet, ou tu as d'autres choses Non, sachant que j'ai déjà les 2 derniers numéros de 100 milliards d'immortels qui vont bien m'occuper. Et après, j'ai d'autres projets, on va dire, en vue. Donc, notamment un projet potentiellement avec Serge Lehmann et avec d'autres scénaristes. Donc, pour l'instant, ce n'est pas signé, donc je peux pas m'avancer plus que ça, mais ça va arriver. Il est toujours dans cette vague un peu qu'il avait entamée avec la Brigade Chimérique, petit peu, cet univers où il s'inspire de tous ces super-héros à l'européenne. Alors non, cette fois-ci, ce serait quelque chose de complètement différent. Et en tout cas, sur le papier, les quelques éléments dont on a discuté, c'est quelque chose qui me motive vachement. Et je pense que ça va surprendre pas mal de gens si le projet se fait, ce dont je ne doute pas et ce que j'espère en tout cas. C'est du candy. Ce sera, on a parlé de Martine à la plage tout à l'heure. C'est un peu dans cette lignée-là. Ah ouais, c'est du candy, c'est vrai. Un peu plus douce parce que c'est vrai que Martine, c'est hardcore. Ouais, le sable en plus, ça s'infiltre partout. Vivement les goodies. Ah ouais, non, vous allez avoir des méga goodies là-dessus. Et est-ce que tu pourrais nous parler d'une dernière découverte que tu as eue en bande dessinée, une sorte de dernier coup de cœur, un truc vraiment qui t'a... Que ce soit vieux ou récent, peu importe. 1000 milliards de... Ou un truc que tu adores relire, que tu as sur ta table de chevet tout le temps. Non, récemment, parce que je lis pas beaucoup de choses récentes. Je lis souvent des vieux trucs que j'ai ratés. C'est bien aussi. Voilà. Mais j'ai lu un truc plutôt récent qui s'appelle, alors je dis pas de bêtises parce que ça a changé de titre, c'est Jupiter's Legacy, c'est ça? Ouais. Voilà, qui s'appelait avant Jupiter's Children. Donc c'est un comics qui est écrit par Mark Millar et qui est dessiné par Frank Whiteley. Frank Whiteley, oui. Voilà. Équipe. Bon, super équipe. Surtout que moi je suis pareil. De la même manière que je défends Iron Man 3, je défends aussi souvent Mark Millar qui est assez attaqué. Ça dépend sur quoi, on va dire. Mais voilà, mais il a fait quand même énormément de bonnes choses. Je trouve qu'il est assez sous-estimé. On retient que ces histoires de pitch en fait, qui restent à l'état de pitch, mais il a fait aussi beaucoup de... C'est quoi le pitch justement de Jupiter's Legacy? Et donc, Jupiter's Legacy, en fait, c'est... L'histoire est assez ample dans le sens où elle commence dans les années 30 et elle se poursuit, il me semble, dans les années 2100, si je dis pas de bêtises. Donc en fait, c'est une équipe d'explorateurs qui partent sur une île mystérieuse et qui, en revenant de cette île mystérieuse, vont être dotés de super pouvoirs. Donc ils vont, on peut dire, pacifier en fait le monde dans lequel ils vivent. Et en fait, l'histoire va se focaliser sur leurs enfants, qui sont un petit peu on va dire des branleurs, des gens qui ont la pression du fait qu'ils ne pourront jamais faire aussi bien que leurs parents. Et donc l'histoire va se développer à partir de ça. Donc après, je peux pas en dire non plus trop dans l'histoire, dans le sens où il y a un événement choquant qui a un gros impact au milieu de l'histoire. Et en termes de narration, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est déjà ce morcellement en fait, de l'histoire. Petite intro dans les années 30, ensuite une partie dans les années, alors je sais plus 90 ou 2000, un espèce de pseudo-univers alternatif dans lequel les gens ont des super pouvoirs.
Et ensuite, un événement choquant, une grande ellipse, et on part beaucoup plus loin dans le futur, enfin un petit peu plus loin dans le futur. Et donc ça permet je sais pas combien il y a de numéros dans le recueil, il me semble qu'il y a 6 numéros, quelque chose comme ça. En 6 numéros, de raconter déjà beaucoup de choses, donc ce n'est pas uniquement un pitch. Il développe vraiment les potentialités de son histoire, ses personnages. Et puis moi, je suis en admiration totale devant le dessin de Frank Quitely. Mais je crois que même ses détracteurs ont bien aimé Jupiter's Legacy. Enfin, les gens qui ont dit Millard, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait quelque chose de bien, ont dit ah bah enfin, il était temps. Voilà, même ses détracteurs ont estimé que sur Jupiter's Legacy, il avait fait du bon boulot. Et donc ouais, Frank Quitely a un dessin absolument fantastique. Chaque cadre est juste. À chaque fois, c'est à la fois un dessin qui est très fin, très détaillé, mais il travaille aussi beaucoup son découpage, sa narration, le choix des angles. Il y a un côté presque, pour faire une analogie cinématographique, presque kubrickien en fait dans sa manière de construire les pages. Et donc c'est une histoire qui est en cours. Il me semble qu'en fait en ce moment aux États-Unis il y a une série dérivée, c'est ça ? J'ai pas trop suivi. Voilà, parce que justement Frank Quitely c'est un dessinateur fabuleux mais qui a un rythme aussi assez lent, donc il pouvait pas assurer la suite de la série tout de suite. Et donc pour les personnes qui apprécient Mark Millar et même pour ceux qui ne l'apprécient pas, je suis en train de lire aussi, je viens à peine de commencer la série qui s'appelle Starlight. Pareil, qui est quelque chose qui est sorti très récemment. Donc c'est une série qui est dessinée par Goran Parlov, si je dis pas de bêtises, qui est un peu une série dans l'esprit Flash Gordon. Et pareil, enfin pour l'instant je n'ai lu que le début, mais ça me plaît beaucoup. Et puis pour les grands classiques de Mark Millar, je citerai Old Man Logan, lisez-le, c'est génial. Red Son, c'est génial. Thor Run sur The Authority était génial aussi. Enfin, il a fait beaucoup de bonnes choses quand même. Bon, merci beaucoup Stéphane. Merci beaucoup. Merci à vous, mes chers acolytes, dont un qui ne reviendra plus parce qu'il me fait la gueule. Ah non, moi je le fais en 2 mots. Merci. Ouais. Ces 2 mots. Faut vraiment qu'on revoie ta admiration quand même. Donc merci à vous de nous écouter. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Peut-être qu'un jour le Dr Trisac reviendra pour un courrier des lecteurs. Et surtout qu'il y a des gens qui ont laissé des commentaires. Non, mais je pouvais pas pied. Non. Je peux pas le faire. On fera pas nous. Donc du coup, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Merci encore à nos tipeurs. Et surtout. Donnez-nous des sous. Il n'a jamais écouté la peur du Capitaine, mais je pense qu'il pourrait faire un bon invité, je pense, clairement. Je pense que c'est un podcast qui est vraiment pour lui. Ouais. C'est un dîner de con. Il y a de ça. Bon, merci beaucoup, ciao. Merci. Bye. Au revoir. Stéphane, est-ce que tu as déjà fait des crowdfunding mis à part le tien? Alors j'ai participé, mais c'était plus justement sur Kickstarter. C'est une blague. C'est une blague. Mais attendez, One IPS c'est vraiment un saboteur de première catégorie quand même. C'est n'importe quoi. Comment c'est possible? On a fini sa chronique et on balance après. Ouais. Ah non mais... Et sans micro.
Sans micro, c'est ça qui est plus fort encore. Celle-là, tu l'as mis au bêtisier. Attends 2 secondes, on va se la refaire.